Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 164 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des Houston Rockets. Bon, alors, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Moi, je pense que ça s'entend un peu, je suis un peu enrhumé, hein. C'est le classique des mois de septembre-octobre. Évidemment, hein, avec la rentrée des classes, c'est comme ça. mais oui, l'épisode où je suis un peu enrhumé et où j'aurais envie d'aller le plus vite possible sur l'introduction, c'est l'épisode où j'ai le plus à raconter, évidemment, en introduction. C'est comme ça, bien entendu, hein, ça ne pouvait pas en être autrement. Mais oui, donc, récapitulons. Nous sommes dans notre série, des stats de la saison. On prend comme prétexte les stats pour faire un bilan de toutes les équipes NBA, ou en tout cas, c'était l'objectif, mais de facto, aujourd'hui, on est un peu sur le dernier numéro de cette série de l'intersaison. Les stats de la saison, donc, dernier numéro, et la série qui s'arrête à 18, donc. J'aurais aimé faire les 30, mais le temps nous a manqué, malheureusement, donc on s'arrêtera aujourd'hui à 18. J'espère qu'on arrivera à faire les 30 l'an prochain. Mais donc voilà, aujourd'hui, bilan des Houston Rockets 2023, à travers le prétexte donc des stats de la saison. Et fort heureusement, vous allez voir que je suis enrhumé actuellement, mais je ne suis pas enrhumé dans l'épisode, puisque c'est un épisode que nous avons enregistré avec mon invité fin juillet. Et oui, carrément, carrément. On va pas se mentir, c'est un épisode que j'ai un peu oublié, très honnêtement. Enfin, pas oublié complètement, mais c'est vrai qu'avec la programmation qu'on a eue, j'ai eu des tonnes et des tonnes d'épisodes à écouler entre notre top 100 de l'intersaison, qu'on a d'ailleurs toujours pas fini, entre la série des stats de la saison, entre le crossover, etc., etc. Donc cet épisode sur les Rockets est un peu resté de côté, à moitié oublié, on va dire. Mais pourquoi est-ce que je précise le timing, évidemment, aussi ? C'est parce que, au moment donc où nous avons fait cet épisode, l'affaire Kevin Porter Jr. n'avait pas été médiatisée. Elle n'était pas sortie en fait, tout simplement. Donc on n'était bien évidemment pas au courant à cette époque-là. Bien entendu, c'est pour cela que vous allez voir que dans le podcast, on parle de Kevin Porter Jr. simplement, entre guillemets, sur l'aspect du sportif, et pas du tout sur toutes ces affaires extra-sportives que nous ne connaissions pas et qui n'étaient pas sorties à l'époque. Donc voilà, on se concentre seulement sur le sportif parce qu'en fait, c'était seulement ces éléments-là qu'on avait sous la main. Pour vous expliquer tout de même, ceci explique un peu cela. C'est pas qu'on a choisi de ne pas en parler, c'est qu'on ne le savait pas, tout simplement à l'époque, fin juillet. C'est un peu le problème de se faire piéger au niveau du timing, hein, finalement, de faire plein d'enregistrements à l'avance. C'est que 1 sur 50 ou 60 ou 70 podcasts de l'été, bah sur 1 sur 70, on se fait avoir parce que le timing n'est pas bon. Là, en l'occurrence, c'est vrai que c'est un peu le cas avec Porter Jr. Et donc voilà, ça me paraissait quand même assez important de le préciser, puisque là, vous allez entendre des éléments sportifs et pas sur l'extra sportif. Non pas que ça soit moins important, au contraire, mais parce qu'on n'avait pas les éléments sous la main. Et que de toute façon, voilà, ce n'est pas non plus ma compétence pour traiter de ça. Donc voilà. Et donc, justement, mon invité du jour, vous le connaissez, pour nous aider à parler des Houston Rockets 2023, j'ai fait appel à Rafa. Rafa que vous connaissez très bien, Rafa de Basket Info, rédacteur généraliste, et notamment qui a tenu pendant pas mal d'années sur Basket Info une chronique qui s'appelait Le Cahier des Rookies, qui donc se spécialisait un peu dans le fait de suivre les jeunes joueurs. Et donc, évidemment, Rafa, qui s'y connaît beaucoup en jeunes joueurs, c'est aussi tout l'intérêt de ces épisodes de bilan de saison 2023, où vous allez voir qu'on développe aussi quand même pas mal sur toutes les individualités intéressantes de ce jeune effectif 2023 des Rockets. Mais donc voilà un peu pour les informations d'avant-podcast. Enregistrement qui a été fait avant l'affaire extra-sportive de Kevin Porter Jr., ce qui explique que dans le podcast, vous n'aurez que du sportif. Et puis aussi, je m'excuse aussi un peu au niveau de la qualité du son. Rafa a été obligé d'enregistrer dehors, dans le parc proche de chez lui, parce que chez lui, il y avait des travaux. Donc on vous a épargné plein de bruit, de perceuses en continu. À la place, vous aurez parfois des petits chants d'oiseaux. J'espère que ça vous perturbera pas trop. Mais donc voilà.
Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, bilan de la saison 2023 des Houston Rockets. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on poursuit notre série des stats de la saison avec aujourd'hui une nouvelle équipe. Une équipe qui n'a pas forcément été très bonne, mais on va en parler tout de même. Et on reçoit un habitué, on reçoit Rafa. Comment ça va, Rafa ? Salut Guillaume, ça va très bien, écoute, très bien, même si je trouve que c'est un brin de la perversité de faire travailler sur Houston et de faire regarder des matchs de Houston en plein mois de juillet, parce que c'est quand même très moche souvent, mais bon, c'est un plaisir quand même de pouvoir discuter de cette équipe. Oui, mais après, même les mauvaises équipes, je trouve, peuvent avoir des aspects très intéressants. Bon, évidemment, je pense qu'on va être un peu plus orienté individualité que performance collective ou stats collective, quoique peut-être on en aura 2-3 quand même. Mais voilà, c'est vrai que toutes les équipes NBA sont intéressantes. On précise aussi, alors c'est pas fait exprès, mais du coup on va parler d'une équipe de tanking, une équipe de briques, et il y aura peut-être des bruits de travaux autour de chez toi. C'est pas fait exprès. Oui, c'est vrai. Bon, il y aura aussi des bruits d'oiseaux, ce qui est moins gênant. Oui, donc, oui, ça, a priori, ça ira mieux. Mais voilà, alors du coup, bien sûr, pardon, j'ai oublié de préciser Rafa de Basket Info, Rafa de T-Wolves FR aussi. C'est aussi ça que tu précisais, c'est que tu fais cet exercice sur les Rockets alors que tu n'es pas fan des Rockets, évidemment, mais tu es analyste généraliste, bien entendu. Qu'est-ce que je réfléchissais, mais au niveau de l'actu des Wolves, non, pas grand-chose en ce moment. non, c'est plutôt calme, ce qui change, parce que d'habitude l'été c'est toujours le bazar, on change toujours de plein de choses. Bon, voilà, c'est plutôt calme, donc écoute, pas grand-chose à suivre. Bon bref, restons sur Houston et donc précisons qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Donc les stats de la saison, notre série où on fait un peu le bilan équipe par équipe, bien entendu, à travers ce format des 10 stats pour une équipe, qui va nous permettre un peu d'aborder plein de petits sujets à travers ce prétexte des stats. Vous connaissez. Et donc comme je disais, c'est vrai que c'est pas simple avec une équipe comme Houston qui n'a pas forcément été une très bonne équipe. Je pense qu'on peut aller dans cet euphémisme-là, mais il y a tout de même, surtout avec Houston, pas mal de joueurs assez intéressants et donc quelques trucs intéressants à dire, je trouve. Ouais, bien sûr. Et c'est ce qui est toujours intéressant dans les équipes jeunes qui se reconstruisent par la draft, c'est que il faut évaluer les individualités, il faut évaluer comment elles fonctionnent les unes avec les autres. C'est toujours assez passionnant à faire quand on n'en reste pas à génial, ils ont plein de jeunes, c'est prometteur, c'est une future grande équipe. Ouais. Bon. Ce qui peut être parfois le réflexe un peu de certains analystes, quoi. Donc ouais, c'est intéressant. Et puis en plus, c'est un exercice à faire qu'on fait après la draft et après la free agency où ils ont été très actifs. Donc ça ajoute des enjeux dans l'analyse. Oui, j'ai pas précisé aussi, mais Rafa de T-Wolves FR, mais Rafa, analyste aussi généraliste sur Basket Info, et notamment, tu parlais aussi pendant des années, tu as parlé pas mal de rookies et de jeunes joueurs et de prospects draft. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais t'avoir, toi, sur ce podcast-là. Il y avait un peu cet angle-là où tu connais bien le côté développement de jeunes et même analyse de jeunes, hein, puisque tu as été, en tant que fan des Wolves, tu as été condamné pendant des années à suivre la draft. Ah bah oui, là. C'est un peu de facto. Mais bref, alors allons-y de suite si tu veux bien. Si tout est prêt, quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour les Houston Rockets 2023 ? Moi, je suis parti pour la première stat sur le joueur qui m'intéresse le plus et qui est, je pense, pas le même que le tien. Et dans ma stat, c'est 4%. Ouais. Et c'est le pourcentage de possession de Jabari Smith Jr. En tant que porteur de balle sur pick and roll. D'accord. Okay. Ce qui est très très peu. 4%, donc sur toutes ces positions, il n'y en a que 4% où il était porteur de balle principal sur pick and roll. Alors pourquoi ça m'intéresse ? Parce que donc Jabari Smith Jr., c'est un prospect que je trouve très intéressant et qui était que tout le monde pensait qu'il allait être le numéro 1 de la draft 2022. Finalement, au dernier moment, c'est pas lui qui a été pris par Orlando, c'est Banchero, donc il s'est retrouvé 3e choix. Et malgré tout, un choix top 3, c'est un joueur dont on attend à ce qu'il soit une star, quoi. Et je pense que c'est relativement rare chez un joueur qui ne soit pas un pivot
d'être un top 3 de draft et dans son année rookie d'avoir si peu la balle, en fait. Parce que là, 4% sur pick and roll, c'est rien du tout. C'est l'équivalent de, je sais pas, d'un role player. J'ai pas cherché d'exemple pour comparer, mais donc c'est cette réflexion un peu théorique autour de Jabari Smith qui m'intéresse à partir de cette stat, parce que c'était déjà celle qu'il y avait au moment de la draft, et que je peux ajouter une autre stat pour comparer avant de te laisser la parole là-dessus. 36% de ses possessions sont du spot-up. Oui. Donc c'est un profil entièrement de role player. Quelqu'un qui n'a pas le ballon et qui joue plus d'un tiers de ses possessions en spot-up et 16% en transition. Donc c'est vraiment le profil de role player. Oui, effectivement, c'était un peu c'est un peu ça qu'on se disait effectivement au moment de la draft, c'est que il y avait peut-être pas forcément ce côté go-to guy. Et alors je sais pas comment est-ce que les fans de Houston se positionnent un peu sur son cas, mais clairement son profil c'était plutôt celui d'un role player, mais role player il y a peut-être une connotation, mais un role player absolument génial, et ou alors plutôt que role player on peut utiliser le terme finisseur de haut niveau, avec surtout un alliage de rim protection du panier, et du spacing, et même peut-être un peu plus que simplement le spacing à atteindre dans le corner, quoi. Donc oui, c'est pas forcément son fort, c'est un peu ce qu'on avait un peu pu lire et observer au moment de la draft l'an dernier, et c'est vrai que ça se confirme un peu, mais disons que le cas est un peu plus complexe que ça, je trouve, parce que d'un autre côté, il y a aussi dans son profil quelques aptitudes au poste bas, notamment. Il y a quelques fois, il va au poste bas où il est un peu sur isolation. Donc, je pense qu'il y a une certaine dose de création, mais on va dire que pour dézoomer et pour rester très général, effectivement, on est plus pour moi sur un profil qui va peut-être prendre le chemin de protection du panier, ou défenseur de manière générale de haut niveau, avec du spacing et avec de la création peut-être pour lui, mais il lui manque. Enfin, en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir le profil ou le potentiel de créateur offensif à gros volume et vraiment moteur d'équipe, moteur collectif. Ça, il n'y a pas. Autant la création individuelle, je pense qu'il va pouvoir la développer à un assez bon niveau pour lui-même, mais il n'y a peut-être pas le côté go-to-guy, franchise player ou n'importe le terme, de créer de l'attaque collectivement et pour autrui, en fait. Ouais, et c'est là où la question se pose, à mon avis, du coaching. Alors, on va y revenir assez souvent, j'imagine. Oui. Parce que tu vois, non seulement il a eu très peu de possession balle en main, est-ce qu'il peut se défendre parce qu'il a pas un très bon dribble, ça semble pas être un passeur, un créateur comme tu le dis pour les autres, génial, mais en plus il a eu encore moins de possession en isolation. Ouais. C'est 3,8% au total de ses possessions. Or il me semble que moi ce qui m'intéressait chez lui lors de la draft, en plus du côté role player, défense et tout ça, c'était sa capacité à jouer en face-up. Notamment, on l'avait vu pas mal en transition, dribbler, alors que même face à une défense qui se repositionne bien, et être capable de shooter et de créer son tir à mi-distance, un peu comme un Michael Porter Jr. par exemple. Oui. Et ça, alors j'avoue, évidemment, j'ai pas vu les 82 matchs de Houston cette année, hein, mais il me semble qu'on l'a pas vu beaucoup faire et qu'il a été très peu mis dans cette situation-là. En gros, il jouait, oui, vraiment comme un poste 4 qui est là en ayant le 4e ou 5e usage de son équipe, qui était là pour tirer en spot-up, pour faire des coupes un peu au poste, effectivement, comme tu l'as dit, mais assez peu quand même. Et donc, il me semble qu'il y a aussi une part de manque complet d'imagination autour de ce qu'on pouvait faire de lui. Alors que, me semble-t-il, même s'il est un peu mécanique dans son, pas dans sa mécanique de tir, hein, mais un peu mécanique dans la manière dont il se déplace, parce qu'il a un centre de gravité assez haut, il est très grand, c'est très dur d'être si grand et d'être. Oui, tu veux dire mécanique, un peu robotique, un peu dans ses gestes, et voilà. Ouais. C'est très dur d'être fluide quand on est très grand comme ça. Il y a toujours un côté un peu raide. D'ailleurs, ça se voit chez Michael Porter Jr. Il est un peu raide. Il a pas un dribble très bon. Et d'ailleurs, il joue quasiment jamais comme ça. Et donc, chez ces joueurs-là, souvent, la solution, c'est le face-up. Donc, jouer assez peu sur le dribble, mais plus sur une capacité à avancer un petit peu dans la raquette et à déclencher un tir très rapide. Et il me semble que ça, on l'a pas beaucoup vu chez Jabari Smith. Et j'ai un peu peur qu'il
il passe à la trappe de ce point de vue-là dans cette équipe des Rockets parce qu'il est entouré par des gens qui vont avoir besoin d'avoir beaucoup le ballon. Hein. Bon, Jalen Green, on le sait, Kevin Porter, je sais pas trop ce qu'il va devenir, mais Fred VanVleet aussi, et puis Dillon Brooks qui adore plus que tout avoir beaucoup plus le ballon qu'il ne devrait vu son efficacité. Ouais. Et en fait, ma crainte un peu, et en voyant ce profil de sa saison rookie, c'est qu'il se retrouve enfermé dans ce rôle de très bon role player, alors qu'il me semble quand même que du point de vue offensif, il y a un peu plus que ça chez lui. Oui, tu veux dire, ce serait dommage de pas aller gratter un peu plus, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord que effectivement, je pense que encore une fois, on n'est pas dans ce profil go-to-guy au volume, quantité et qualité de création de jeux collectifs. Et donc c'est un peu peut-être ça le problème de Houston, c'est que est-ce que vraiment ils ont ce joueur-là ou pas? Bon, peut-être on en discutera après, mais clairement lui a priori ne devrait pas être ce go-to-guy au sens de le créateur principal offensif de l'équipe. Mais là où je te rejoins, c'est que effectivement peut-être on peut s'attendre à plus, hein, parce qu'on a parlé il a son jump shot un peu sur face-up, t'en as parlé. On peut dire que d'ailleurs il a un peu, pour sa taille, c'est un bon jump shooter qui en plus qui est très grand et avec de très longs bras. Donc ce côté relâcher le ballon par-dessus le défenseur un peu à volonté, ça il l'a. Et il a en plus, je trouve, un côté mismatch, peut-être pas permanent, mais mismatch intéressant sur le poste d'intérieur, parce que en plus de cette taille, il a aussi une certaine qualité athlétique, de vivacité. Et donc on peut imaginer que face à certains match-up, il y ait de la création un peu sur drive depuis le périmètre. Ça faisait clairement partie du package de base. On attend de voir si ça va se développer. Mais c'est vrai que pour l'instant, bon, c'est pas du tout problématique. Il a 20 ans, il est rookie. Voilà, on n'est pas du tout dans le catastrophisme, mais c'est juste que peut-être on reste légèrement sur notre fin sur cette année rookie. C'est pas forcément à mettre que à son discrédit. Comme tu as dit, je pense il y a aussi et surtout peut-être une question de coaching. Je sais que les fans de Houston sont aussi pas mal à cheval sur le coaching qu'ils ont dû un peu subir. Peut-être on peut le formuler comme ça. Mais oui, alors stat aussi que j'avais relevé, il est à 72% de paniers assistés. C'est-à-dire que 72% de ces paniers étaient consécutifs à une passe décisive, donc a priori n'était pas créé par lui-même entièrement, hein, puisque passe décisive c'est maximum 2 dribbles entre le moment de la passe et du tir. Mais bref, vous avez un peu l'idée. Et pour dire des joueurs qui sont un peu dans cette zone, on a du Wendell Carter, on a du Zubac, on a du Clint Capella, on a du Onyeka Okongwu aussi du côté d'Atlanta. Voilà, on a vraiment un peu ce côté du coup un peu role player, finisseur, un peu voilà, vraiment l'axe finisseur, on va dire, ce profil finisseur, surtout au niveau des intérieurs. Gobert n'est pas loin non plus avec 75%, ou Christian Wood n'est pas loin non plus avec 71%, tu vois. Voilà, c'est vrai que peut-être que nous, à terme, et sans forcément juger cette saison-là, mais à terme, on peut, je trouve, il y a de quoi faire sur son profil pour espérer que ce pourcentage de paniers assistés chute un peu et qu'on arrive sur un joueur qui, non pas va être comme Luka Doncic à 10% de paniers assistés seulement, mais si on était plutôt sur un profil équilibré du genre 50%, donc 50%, la moitié de son jeu qui est créé par lui-même quand il faut, l'autre moitié en tant que finisseur de très haut niveau sur du spacing ou sur des cuts ou sur de la finition au panier. Voilà, je pense que c'est un peu le but à moyen et long terme, on va dire. Ouais. Et alors par ailleurs, il faut dire que tous ces pourcentages de réussite sont absolument catastrophiques cette année, mais enfin, je sais pas toi, mais moi, ça me paraît pas ultra inquiétant au sens où le tir, la forme du tir est plutôt correcte, enfin, même très bonne. Je suis pas sûr qu'il faille trop s'inquiéter là-dessus et trop voir ces indicateurs. Alors il paraît, j'ai lu, mais j'ai pas poussé le curseur jusqu'à aller regarder les matchs de Summer League des Rockets, parce qu'il faut pas exagérer non plus, mais mais il paraît qu'il a été qu'il a eu plus la balle en main et qu'il a montré des progrès sur la lecture du jeu, sur le. Bon, mais là, c'est la source de seconde main, donc j'en sais rien. On précise que t'as pas regardé les matchs de Summer League, non pas parce que t'es pas fan de Houston, mais parce que bon, il y a pas grand chose à en tirer de toute façon, quelle que soit l'équipe, quel que soit le joueur. C'est un peu faut toujours apprendre avec d'énormes pincettes. C'est plus un truc à mettre en fond sonore et pour s'amuser, hein, les Summer League, je pense. Mais oui, alors ce qui me rassure un peu sur le côté le shoot n'est pas rentré.
déjà, on en parlera plus tard aussi, je pense, pour un autre joueur, un autre intérieur. Mais non, il a une certaine diversité de shoot qui est assez rassurante de ce point de vue-là. Il tente pas mal de choses. C'est pas comme s'il était genre à 30% à 3 points sur que des catch and shoot. Donc ça, c'est bien. Et au niveau des lancers francs, 78%. Assez bon indicateur. Enfin, pas élite, hein, mais assez bon indicateur. 80% aussi l'an dernier à la fac. Un plutôt bon toucher de balle. Donc, je pense qu'on n'aura peut-être pas un shooter à 40%, 42% à 3 points, mais on peut avoir totalement un shooter largement au-dessus de la moyenne avec Jabari Smith. Donc, voilà, finalement, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à mettre dans le package, hein, et c'est pour ça qu'il a été drafté très tôt. C'est le côté jeunesse, le côté qualité athlétique, mensuration physique, le shoot potentiel, un peu de création offensive, à défaut d'être vraiment un créateur monstrueux collectivement, mais il y a au moins de la création pour lui en tant que scoreur. Et la défense aussi. D'ailleurs, est-ce que je peux... Qu'est-ce que tu as trouvé un peu de sa défense, hormis évidemment comment dire, le côté rookie, forcément, où il va y avoir des limitations normales, mais qu'est-ce que tu penses un peu de son profil défensif? Ce qui est intéressant, je trouve, c'est... et j'avoue que je l'imaginais pas comme ça complètement, parce que je le voyais plus comme un protecteur de cercle côté faible, et je pense que je me suis un peu trompé là-dessus, parce que cette année... Et ce qui était intéressant, c'est de voir sa polyvalence. Alors, B-Ball Index, qui est un site où il y a plein de données, qui par ailleurs, le site est incompréhensible, mais bon, c'est pas grave, a une donnée qui s'appelle Role Versatility, donc la polyvalence de rôle, c'est-à-dire la capacité à défendre sur plusieurs types de joueurs, hein, donc les playmakers, les intérieurs, les ailiers. Il est dans le 93e percentile, ce qui veut dire qu'il est extrêmement polyvalent. Ouais. Et 73e percentile de la difficulté du match-up. Donc il défend aussi sur des vrais gros attaquants. Et ça m'a assez frappé de voir, en allant regarder quelques matchs là pour le podcast, de voir sa qualité pour circuler autour des écrans. Ce qui est pas évident pour un joueur si grand. Les joueurs grands je disais un côté un peu mécanique en attaque, et là en défense je trouve que ça se sent pas, parce qu'il a cette capacité à contourner les écrans, à rester collé à l'attaquant. Il y a notamment un match où il est face à Giannis, où il se débrouille très bien de ce point de vue-là. Alors Giannis c'est pas le dribbleur le plus, c'est pas Chris Paul quoi, mais malgré tout donc ça c'est très très intéressant, et c'est un vrai gros atout pour un joueur qui, de ce point de vue-là, me fait un peu penser, alors je suis désolé, je vais ramener aux Wolves, mais me fait un peu penser à Jaden McDaniels, de ce point de vue-là. Ouais. Il y a un joueur très grand, assez maigre, qui joue poste 3-4, et qui a quand même cette capacité de mobilité défensive, qui fait que c'est pas un protecteur de cercle principal, mais c'est plus quelqu'un qui peut, selon le match-up, soit défendre sur le point of attack, comme on dit, celui qui a la balle en main, soit au contraire défendre plus le cercle côté faible. Donc ça, c'est très intéressant et c'est très précieux, quoi. Et ça fait que, a priori, si Houston arrive un jour en playoff, c'est quelqu'un qui reste sur le terrain, qui, à mon avis, ne peut pas être mis sur le banc parce qu'il ne peut pas tenir en défense, parce qu'il n'est pas assez versatile, enfin pas assez polyvalent plutôt pour rester sur le terrain. Oui, effectivement. J'apprécie aussi que tu te reprennes directement sur le versatile. le fameux versatile polyvalent, ouais. Le faux ami. Surtout toi, l'homme de lettres en plus. Yeah. mais oui, alors bref, je te rejoins. Pardon sur un peu tout ce que tu as dit sur ce côté polyvalence. Je pense pas que ce soit effectivement un protecteur de panier du genre avec le même potentiel qu'un Jaren Jackson, par exemple, ou ce genre de profil, ou même Evan Mobley. On n'est pas sur certaines qualités. Ouais, ou même ou même parce que parfois il me faisait penser à lui comme prospect à Jonathan Isaac. C'est pas le même profil en fait. Oui. Que Isaac. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a un côté polyvalence défensive qui est très 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 intéressant, et c'est beaucoup plus un défenseur de switch qu'un défenseur de côté faible, comme tu dis. Donc ça peut être aussi intéressant. Mais oui, évidemment, un des joueurs très intéressants. Toi, tu le qualifierais comme le joueur le plus intéressant de ce jeune roster? C'est ce que tu avais l'air de dire. Oui. Enfin, je sais pas si c'est le plus intéressant, c'est celui qui m'intéresse le plus, parce que c'est celui qui me semble le plus, le plus adapté au basket de playoff. Ouais. Potentiellement. Alors que chez les autres qui ont plein d'intérêt, Sengun, Green et tout, je me dis, bon,
est-ce que en finale de conférence, c'est vraiment des joueurs qui auraient été sur le terrain cette année? Rafa, qui a gagné le titre en 2023? Et oui, je sais. C'est Nikola Jokic. Alors pourquoi tu doutes de Sengun? Je sais, mais je te laisse Sengun en fait. J'ai pas de stats sur lui parce que je sais que c'est ton chouchou. C'est comme s'il y avait Torrey Craig, tu vois, j'aurais pas sorti de stats. C'est Torrey Craig en bon. C'est pour une fois que j'ai un chouchou qui est bon. Non, c'est pas vrai, j'ai aussi Tyrese Haliburton et Jordan Poole. Bref. Bref. Ok, bah avançons alors. On reparlera d'autres jeunes, je pense, plus tard. Ma première stat du jour, moi, de mon côté, moi, c'est moins 8,6. Je pense que tu te doutes de ce que c'est, moins 8,6. C'est un on-off, a priori? Non, c'est un net rating. C'est le net rating de Houston. Donc, c'est le net rating, le différentiel attaque-défense, donc le niveau de jeu, hein, puisque c'est le but du basket, c'est de créer un différentiel attaque-défense, bien sûr. Donc le différentiel entre l'offensive rating et le defensive rating par 100 possessions. Enfin, bref, les ratings, c'est par 100 possessions. Et donc, c'était le 29e score sur 30. Voilà, donc au niveau du fond de jeu proposé, et pas seulement au niveau du bilan victoire-défaite, mais au niveau du fond de jeu proposé, logiquement, Houston était 29e sur 30, bien entendu. Ils sont nuls en attaque et en défense, bien entendu aussi, hein, 27e attaque et 29e défense sur les données de Cleaning the Glass, bien entendu. 30e au niveau de l'IFG en attaque, c'est-à-dire au niveau de l'adresse pure. Donc ça mettait pas beaucoup ces tirs, hein, 30e sur 30. 30e au niveau des turnovers aussi, caractéristique des jeunes équipes. Donc je dis pas ça pour être catastrophique ou quoi, hein, c'est juste, je décris un peu la saison qui, évidemment et sans surprise, a été assez mauvaise. Au niveau de l'adresse autorisée, ils étaient aussi très mauvais, 28e. Au niveau des rebonds offensifs concédés à l'adversaire, quand eux étaient en défense, très, très mauvais aussi. Au niveau des lancers francs concédés aussi, pas bon. Donc bref, Houston était un peu nul, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement ou pas, parce que c'était aussi le but, hein, d'une certaine manière. Mais, du coup, je dis tout ça pourquoi? Non pas pour m'acharner, mais parce qu'il y avait un aspect tactique intéressant que j'ai réussi à ressortir de tout ça. Alors je sais pas si tu l'avais noté, je pense que peut-être, mais Houston est premier de NBA sur une catégorie. Et premier, pas à l'envers, hein, c'est pas ils sont premiers au turnover, au nombre de turnovers, mais ils sont premiers dans le positif, ils sont premiers au niveau des rebonds offensifs. Et donc ils sont premiers avec plus de 33% de leurs tirs qui étaient récupérés sur rebond offensif, et c'est premier de NBA donc en termes de fréquence, et c'est même premier de NBA sur ce qu'on appelle les points par tentative manquée, par tir manqué, donc en termes de la fréquence de tirs récupérés. Mais bref, et donc il y a un côté assez bizarre en un sens, parce que c'est une équipe qui est très mauvaise, mais qui donc fait quelque chose de très très bien, c'est aller chercher des rebonds offensifs. Et notamment, je pense que c'est lié au personnel, parce qu'on a aussi des joueurs qui sont très bons dans l'exercice, et ça se voit notamment au niveau des on-off, non pas des on-off généraux de offensive rating, mais des on-off particuliers au rebond offensif. On a du Tari Eason qui est à plus 5,6% de on-off sur le rebond offensif, Jason Tate aussi, Bruno Fernando, Ousmane Garouba. Voilà, on a 4 joueurs qui sont à plus 4% de on-off sur le rebond offensif, mais on peut dire le on-off, c'est pas top parce que c'est un différentiel. Donc ça dépend, c'est très circonstanciel, c'est très contextuel parce que c'est une différence entre quand tu es sur le terrain ou quand tu ne l'es pas. Mais donc on peut recouper aussi avec les on-courtes qui ne sont pas un différentiel mais un niveau de performance quand le joueur est sur le terrain. Quand Harrison était sur le terrain, Houston récupérait 36%, plus de 36% de rebonds offensifs. C'était dans le 99e centile par rapport à son poste. Donc, quand Harrison était sur le terrain, les Rockets performaient mieux que quasiment tous les line-up de NBA là-dessus. Au niveau de Garouba, Ousmane Garouba, c'était pareil, 36% de on-court rebond offensif, 99e centile. Bruno Fernando, pareil, 99e centile. Et même Jason Tate, 37% de rebond offensif, de taux de rebond offensif quand lui est sur le terrain, 100e centile. Donc voilà, il y a un côté personnel, mais surtout la question, c'est aussi pourquoi est-ce que Houston faisait ça? Pourquoi est-ce qu'on a autant de rebonds offensifs? Il
faut bien comprendre que c'est pas que une question de bons joueurs dans l'exercice, il y a aussi, je pense, une stratégie collective et vraiment une tactique qui est derrière de se dire on envoie plein de gens au rebond offensif. C'est un point assez crucial parce que pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce que justement ils sont pas bons sur tout le reste du jeu, sur notamment l'attaque sur demi-terrain. Ils étaient 30e sur 30 de NBA. C'était une équipe qui logiquement n'avait pas beaucoup de talent pur. Enfin, ils ont le talent pur, mais les jeunes sont pas encore développés, donc c'est pas encore un niveau de compétence très élevé, on va dire. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand tu n'arrives pas à marquer des points sur demi-terrain? Tu vas chercher des cartouches en plus, en fait. C'est ce fameux Rafa, le jeu des possessions, en vérité. Ouais, et je pense que c'est une conjonction de choses. Là, tu le présentes de la manière positive, et je pense que c'est vrai que c'est en partie une stratégie. Je pense que c'est aussi en partie bien sûr le personnel et le fait qu'ils ont beaucoup de jeunes joueurs très bondissants, parce que Kenyon Martin aussi est un très bon rebondeur offensif. Même Kevin Porter est bon, Jason Tate aussi. Je sais pas prononcer son prénom, mais voilà. Jason Tate. Jason Tate. Voilà. Merci, bravo. Je pense qu'il y a aussi un peu le côté, il n'y a pas de fond de jeu sur demi-terrain. Donc on regarde Jalen Green ou Kevin Porter shooter, et puis tout le monde saute au rebond offensif dès qu'il loupe, et il loupe quand même relativement souvent. Donc il y avait un peu ça aussi, il me semble, mais donc c'est une conjonction de choses, mais qui leur sauve un peu la mise aussi parfois, parce que c'est vrai que comme tu le dis, ils gagnent des possessions grâce à ça, et tu sais qu'ils en perdent autrement. Donc ça a été un peu leur façon de faire. Alors j'avais effectivement repéré la stat aussi, je l'avais pas gardé, mais c'est vrai que c'est assez spectaculaire, et je pense que c'est aussi l'avantage d'avoir des joueurs qui soient pas, que ce soit pas seulement les intérieurs qui soient capables de prendre des rebonds. Oui. C'est quelque chose qui est assez important, et on voit que Kevin Porter, Josh Christopher, c'est des bons rebondeurs pour leur taille. Donc c'est une des rares choses que les Rockets faisaient bien, peut-être un peu par défaut aussi, je pense, et qui pouvait entraîner quelque chose. C'est une stratégie qui peut entraîner une sorte de revers de la médaille, c'est que pour la défense en transition, quand tout le monde va au rebond offensif, évidemment, si tu n'as pas le rebond, ta défense en transition, elle est catastrophique, ce qu'elle était quasiment tout le temps. Oui, c'est un peu le compromis. Mais effectivement, alors pour dire, c'est un peu par défaut. Et pour dire à quel point... mais en même temps, tu vois, il y a une certaine motivation de se dire aussi, puisqu'on n'est pas bon sur demi-terrain, et puisqu'on n'est pas bon sur du jeu posé, on va essayer d'aller gratter un avantage ailleurs. Puisqu'on ne peut pas rivaliser sur le à toi, à moi du basket, où les possessions, attaques et défense alternent, puisqu'on ne peut pas rivaliser sur ce côté-là, sur le même nombre de possessions, allons chercher plus de possessions que l'adversaire. C'est un peu, comment dire, si t'as une équipe qui marque, je sais pas moi, 50% du temps sur ses possessions, toi tu marques que 30%, du coup, comment tu vas faire pour la battre? Tu vas essayer d'avoir plus de possessions que l'adversaire, pour qu'au final, ton 30%, enfin bref, analogie un peu nulle, mais vous avez un peu compris, c'est un peu ça cette idée. Alors, par défaut, c'est vrai, et pour dire du coup à quel point est-ce qu'il y avait besoin, mine de rien, de cette stratégie, je disais, ils étaient derniers au niveau du jeu sur demi-terrain, mais presque, en fait, ça ne rend pas honneur à quel point ce qui était mauvais, parce que le chiffre brut, c'est 90,7 points par 100 possessions. 90,7 points par 100 possessions. Donc, c'était 30e. Charlotte, qui était 29e, ils étaient 92,6. Donc, il y avait un écart de 2 points par 100 possessions entre Houston, qui est 30e, et Charlotte, 29e. Et si on rajoute une nouvelle fois 2 points par 100 possessions à Charlotte, on est sur Toronto, qui est 25e. Donc il y avait le même écart entre le 30e et le 29e, entre Houston et son dauphin, que entre le 29e et le 25e, pour dire que voilà, ils étaient vraiment, vraiment mauvais. Je pense qu'il y a une question de compétence, vraiment, parce que le talent pur dans l'effectif, il y en a, mais ce ne sont pas encore des joueurs accomplis, et c'est normal, c'est une équipe qui est très très jeune. Je pense aussi qu'il y a une question de coaching, comme tu l'as dit, et comme les fans de Houston l'ont répété longtemps, c'est un peu un mélange des deux, mais ce que je voulais dire aussi, et pourquoi est-ce que ça me paraissait important de souligner ça d'entrée, en fait, c'est par rapport à la question du tanking. Et je dis ça parce que, tu vois, Stephen Silas, il était pas très bon, l'équipe était pas bonne, et il y avait certaines limitations, mais en même temps, on voit aussi que c'était une vraie intention de se dire, on va essayer de résoudre ce problème. On a une équipe qui est pas bonne sur demi-terrain,
bon, on va quand même, pour quand même essayer de gagner, on va envoyer plein de gens au rebond offensif. On sait qu'on va pas finir top 3 de la conférence, évidemment, mais pour essayer d'essayer de gagner les matchs. On sait qu'on est pas bon sur demi-terrain, donc multiplions les rebonds offensifs, ça va nous permettre peut-être d'être meilleurs en attaque. Et j'insiste parce que il y a aussi souvent une mauvaise idée reçue sur le tanking qui est que les coachs et les joueurs essayent de perdre un peu volontairement. Le tanking, c'est pas ça du tout. Le tanking, c'est plutôt une stratégie à l'échelle du front office qui vise un peu soit à appauvrir l'effectif pour du coup avoir un effectif qui ne peut pas faire grand-chose. Voilà, ce genre de mécanisme. Mais le tanking est une affaire à l'échelle du front office. Mais les coachs et les joueurs, eux, sur le terrain, ils essayent de gagner. Ils essayent de faire le maximum. Et c'est pas pour dire que Stephen Silas a fait que des choses bien. Mais tu vois, ce côté, on a un problème, on essaie de le surmonter. Pour moi, ça montre aussi que, on a ce truc de, le coach, il essaie de gagner, quoi. Il faut pas penser que le tanking, c'est faire exprès de perdre à l'échelle des joueurs et des coachs. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a forcément une adaptation parce qu'ils n'étaient pas du tout aussi bons au rebond offensif l'an dernier, alors qu'ils avaient plus ou moins le même personnel. Il n'y avait pas Tari Eason, mais il y avait les autres. Il n'y avait pas Tari Eason, ouais. Mais bon, ensuite, faudrait voir parce que on sait que le rebond offensif a plutôt été sacrifié ces dernières années par les coachs qui voient une stratégie trop risquée par rapport au risque de la transition en défense, je veux dire. Donc, est-ce que du point de vue statistique, ça se justifie vraiment de tenter le rebond offensif plutôt que de revenir en transition, quitte à sacrifier le rebond? Je sais pas. Là, c'est une question de statistique globale. Alors pour le coup, cette année, juste pour te préciser, cette année, quand tu regardes les meilleures équipes au rebond offensif, il y a quand même pas mal d'équipes compétentes. Et c'est cette fameuse bataille des possessions. New York est deuxième par exemple, et New York fonctionne totalement là-dessus. New York, oui, c'est vrai que c'est le principe de Tom Thibodeau depuis toujours du rebond offensif, mais je dirais que là où c'est un peu différent pour New York, et ça m'amène à une stat que j'avais, alors je sais pas si tu veux que je la dise tout de suite ou pas, mais Vas-y, enchaîne. Là où c'est très spécifique dans les équipes de Thibodeau, c'est que le rebond offensif est allié à une attaque qui certes ne prend pas forcément beaucoup de 3 points, mais qui perd très peu le ballon. Oui. Or, Houston perd énormément de ballons, mais alors à un point même qui est colossal. Et donc, pour moi, le modèle Thibodeau, qui est un peu vieillot, mais qui marche quand même, c'est parce que on va au rebond offensif, mais on ne perd pas le ballon. Oui. Et donc on n'offre pas et par ailleurs on essaye de défendre en transition, mais ça marche pas toujours d'ailleurs. Mais pour ça me paraît difficilement comparable parce que donc juste pour dire la stat, le ratio assist turnover de Houston est de 1.38, ce qui est absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'il y a une passe, enfin ça c'est un ratio catastrophique, c'est le dernier de très très loin de la ligue. À peine 1,32 passes pour un turnover. Ouais. Donc c'est quand même beaucoup, quoi. Et j'ai regardé sur les 5 dernières saisons, il n'y a que 2 équipes qui ont fait pire. OKC en 2021 et les Suns en 2018. Donc c'est calamiteux et donc ils perdent énormément de ballons, ce qui fait qu'ils sont 30e en défense en transition, dans le dernier de toute la ligue, dernier en points encaissés sur des interceptions adverses. Puisqu'ils perdent, c'est 3 possessions par match pour l'équipe adverse sur des styles. Ouais. Le 29e est à 2,3. Ouais. Donc il y a autant d'écart, je crois, entre le 30e et le 29e, donc entre Houston et le 29e, je sais plus qui c'est, qu'entre le 29e et le 10e. Donc c'est une équipe qui perd des ballons, mais alors à ne plus savoir qu'en faire. Et il me semble que cette alliance entre le rebond offensif et la perte de balles permanente, parce qu'en fait il n'y a pas de playmaker dans cette équipe, il n'y en a pas de bon niveau, fait que c'est une stratégie un peu kamikaze. Parce que tu récupères le ballon, mais tu risques de le reperdre juste après. C'est là où j'entends tout à fait l'argument de la stratégie, d'essayer de développer quelque chose qui vienne récupérer des possessions. Mais le personnel est là pour récupérer les ballons. Est-ce qu'il est là pour savoir en faire quelque chose une fois qu'il est récupéré? J'en suis un peu moins sûr, quoi. Non, mais effectivement, tu fais bien d'en parler parce que justement, il faut parler du jeu de possession de manière globale, comme tu dis. Et la différence, c'est que en effet, quand tu regardes donc les meilleures équipes de rebond offensif, elles gagnent, donc elles rajoutent des possessions, elles se rajoutent des possessions
de par le rebond offensif, mais comme tu dis aussi, ils en perdent pas et perdent pas beaucoup de ballons. Donc ça permet effectivement au final de jouer plus de possession et d'avoir plus de tirs que l'adversaire. New York est comme ça, ils sont cinquième en termes de perte de balles, donc très bon. Toronto aussi est comme ça, premier, très très peu de turnover. Memphis est comme ça aussi. Memphis, ce fameux modèle du jeu de la bataille des possessions. Memphis est un peu un porte-étendard depuis l'arrivée de Jenkins, le coach. Ils sont aussi très bons au niveau des pertes de balles. Donc effectivement, il y a un vrai côté. Le jeu des possessions, c'est global, quoi. C'est pas juste on va chercher des rebonds. Il faut pour que ça marche, il faut pas que derrière, si tu rajoutes des possessions au niveau des rebonds, mais que ça fuit ensuite au niveau des turnovers, au final, t'as pas tant que ça plus de tirs que l'adversaire, quoi. Donc pas beaucoup plus de chances de marquer. Donc c'est bien que tu le précises, et parce que justement, c'est vrai que d'un côté, on peut dire le rebond est un choix stratégique, alors que les pertes de balles, c'est un peu subi, hein, c'est un peu inhérent à la qualité des joueurs. Donc il y a ce côté-là, mais en même temps, c'est vrai que tout de même, ce côté aller attaquer le rebond offensif, c'est vrai que parfois ça peut paraître comme un pansement mis sur une jambe cassée, en fait, si je peux m'exprimer ainsi, dans le sens où on le voit bien avec Houston, on le voyait bien aussi avec Utah, qui allait beaucoup au rebond offensif, mais parce que eux aussi justement étaient pas très bons sur du jeu en demi-terrain. Donc voilà, il y a un peu ce côté où ça ne peut pas tout sauver en soi, quoi. Ça peut aider, mais la bataille des possessions est plus complexe que juste se dire on va envoyer tout le monde au rebond et ça va nous faire progresser. C'est évidemment beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que ça. Il y a pas de secret, hein. Si tu veux être une bonne équipe, il faut être une bonne équipe pour de vrai. Tu peux pas faire une petite, tu peux pas l'être par une petite astuce comme ça de tactique ou de jeu. Et tu vois, même j'aurais presque envie d'étendre ça même aux bonnes équipes, en vérité. Parce que pourquoi est-ce que New York fait ça? C'est parce qu'ils sont pas non plus si dingues que ça sur le jeu au demi-terrain par rapport aux bonnes équipes, je veux dire. Memphis aussi, c'est un peu pareil, on en avait parlé avec Tom. Ils insistent aussi beaucoup sur le rebond offensif, parce que sur du jeu vraiment placé sur demi-terrain, ils sont bons, mais ils sont pas spectaculaires. Donc voilà, c'est vrai que c'est un thème assez complexe, comme tu dis. Ça commence un peu à changer en NBA, mais ça revient depuis pas mal d'années, hein, ce côté rebond offensif, le fameux dilemme entre revenir en transition ou attaquer le rebond, et c'est pas une chose simple, en fait. Oui, plus globalement, c'est vrai que cette question stratégique de la possession et comment gagner la bataille de la possession est vraiment passionnante. Et il y avait un article de Ben Folk, quand il écrivait encore, sur le site Clean the Glass, qui était vraiment fascinant, il y a, je sais pas, 6-7 ans maintenant, sur la relation qu'il y avait entre cherche les défenses agressives et la bataille des possessions, en comparant je crois que c'était le système de Thibodeau et le système de Jason Kidd, qui était à l'époque à Milwaukee. Et c'était fascinant de voir qu'il avait réussi à identifier un rapport corrélation entre deux types de mesures statistiques. Et j'aimerais bien voir ce qu'il en est aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un débat qui est toujours vraiment fascinant. Du coup, toi, t'en as déjà cité deux, hein, c'est ça, des stats. Tiens, allons, partons là-dessus. Alors pour moi, ma deuxième stat du jour, moi, c'est 1,05. C'est les points par tir sur drive de Kevin Porter Jr. Donc pas les points par tir de manière générale, mais sa productivité au scoring sur des drives. Et parmi donc les joueurs avec minimum 10 drives par match en 2023, au niveau de l'efficacité, il se classait 42e sur 45. Donc voilà, on est vraiment sur Kevin Porter Jr., sur un joueur pas du tout efficace et productif sur drive. Derrière lui, il y a seulement des Josh Giddey, des Terry Rozier et des Trey Jones. Donc c'est pas forcément des très bons noms à avoir autour de soi. Et même, tu vois, si on enlève les lancers francs, puisqu'il est quand même plutôt pas mal, enfin, il est moins cata au niveau pour aller chercher des lancers francs, puisque donc là j'ai parlé de la productivité globale, hein, donc lancers francs plus efficacité sur les lay-ups pris. Et donc si on enlève un peu les lancers francs et juste sur l'efficacité sur les tirs pris en fin de drive en eux-mêmes, 44,2%. Et parmi donc les gros drivers, c'était 45e sur 45 au niveau de l'efficacité sur des tirs pris en fin de drive. Donc voilà, je dis ça un peu comme un prétexte pour parler de lui. Je sais pas ce que t'en penses. C'est un cas assez fascinant, assez intriguant aussi. Et j'avoue qu'en plus avec la draft de Amen Thompson, il y aura peut-être un peu plus de. C'est pas sûr au niveau de son rôle et de son statut, mais joueur quand même assez intriguant. Ouais. Et
Alors moi non plus, je sais pas trop quoi en faire de ce joueur parce que tu cites cette stat et en même temps, c'est vrai que son en termes de points par tir global, c'est pas mal, hein, il est à 1.14, Ouais. plutôt correct. De réussite au cercle, et alors que ça semble démentir ce que tu dis, mais bon, ça s'explique, hein, mais de réussite au cercle, il est à 66%, ce qui est bien. Parce qu'il y a aussi beaucoup de cuts ou de trucs comme ça. C'est ça, et de transition, j'imagine. Ouais. Alors que là, on parle vraiment des drives balle en main, quoi. Donc effectivement, il sait bien de séparer ces deux catégories, ouais. Alors moi, ce que j'y vois dans cette stat, c'est que sûrement il est pas fait pour jouer en tant que meneur déjà. Au-delà du fait que bon, au playmaking, il a sûrement fait des progrès, mais il perd quand même beaucoup de balles. Mais vu que c'est un bon shooter, que c'est un bon rebondeur, je reste persuadé que c'est plus un poste 2 qui a beaucoup trop la balle en main, et ça me fait un peu penser à cette souffrance que j'avais eue pendant 2 saisons à voir Zach LaVine être développé comme meneur par Flip Saunders. J'ai cru que t'allais citer un autre nom, parce que pour moi, il a un modèle et un joueur à qui il ressemble beaucoup, qui est aussi passé par Minnesota il y a pas longtemps. Mais Est-ce que c'est ton dieu Shabazz? Non, c'est un peu plus compétent quand même. Ouais. Allez, okay. Non, je pensais à D'Angelo Russell. Pour moi, il y a beaucoup de similarités. Ah oui, d'accord, dans cette nécessité de jouer plus dans le profil, ouais. Off-ball. Ouais, je vois l'idée, parce que non, mais c'est quelqu'un qui effectivement n'a pas forcément beaucoup de toucher, ou peut-être pas la puissance aussi nécessaire pour finir au cercle. Ce qui est embêtant, s'il est le premier ball handler de l'équipe. Mais je reste aussi assez persuadé que, au-delà des questions de comportement, qui, bon, on en a plus trop entendu parler, mais je sais pas trop où ça en est de ce point de vue-là, mais du point de vue purement tactique, quoi, sur le terrain, c'est un joueur intéressant, il me semble, mais qui là est pas dans les meilleures conditions, et à qui on demande de faire ce dont je suis pas sûr qu'il soit capable de faire, et je sais pas si ça vaut le coup de le développer autant en tant que playmaker, alors que ça peut être un deuxième playmaker plutôt intéressant. Donc pour moi, c'est un poste 2, et ça explique en partie le fait que sur drive, il soit pas très très bon, parce que voilà, il est pas fait pour ça, il est un peu obligé de faire ça, parce que aussi y a pas vraiment de système dans cette équipe, et puis c'est un peu chacun son tour, quoi. Mais le truc, c'est que je trouve que, bon, là j'ai cité une efficacité sur drive qui est pas bonne du tout, mais en vérité, je trouve qu'on peut pas jeter le joueur à la poubelle de suite, comme certains peut-être voudraient le faire. Je sais que les fans de Houston sont de l'autre côté du spectre, du coup, parfois très très enthousiasmés par lui. J'avoue que je me situe un peu entre les deux, parce que c'est un cas très intéressant et un joueur assez avec un profil polarisant, avec des très belles forces et aussi des grosses faiblesses. Donc je sais pas trop quoi en faire, parce que mine de rien, il y a des mauvais côtés. Et là, je précise aussi, pourquoi est-ce qu'il est aussi mauvais sur drive? Il y a aussi une explication. C'est parce que il ne va pas complètement jusqu'au panier. C'est aussi, moi, un de mes reproches, c'est que c'est un excellent athlète, mais pas si fonctionnel que ça, pas si flexible que ça, je trouve, balle en main sur des drives. Et en plus de ça, donc il n'arrive pas totalement à aller jusqu'au panier au niveau des lay-ups, et il aime bien s'arrêter un peu avant. Ce qui fait que là, je parle des tirs en fin de drive, on ne parle pas que des lay-ups au niveau du panier, on parle vraiment des tirs pris après une pénétration, et sauf que souvent, il s'arrête un peu autour du panier. Il va pas... Il est pas bon du tout d'ailleurs dans cette zone du flotteur, là. Il a pas touché, il est pas... Là, c'est vraiment un point faible. Et non seulement il est pas bon, mais en plus ce sont des tirs où les standards sont plus faibles. Donc forcément, quand tu t'arrêtes un peu à quelques mètres du panier pour prendre beaucoup de ces tirs-là, c'est ce qui fait que quand tu compares son efficacité sur drive avec d'autres drivers qui vont jusqu'au panier, bah oui, les autres sont plus efficaces, parce que les tirs en eux-mêmes sont plus rentables d'aller directement jusqu'au panier. Mais voilà, c'est vrai que je sais pas, je me posais un peu la question de son toucher de balle, effectivement. Mais en même temps, tu l'as dit aussi, il a pas une efficacité qui est si mauvaise que ça au global. Là, je regarde au niveau True Shooting Plus, donc efficacité par rapport à la moyenne, 97. Donc il est que 3% en dessous de la moyenne NBA. C'est pas non plus cataclysmique, hein, pas autant que du coup seulement l'aspect des drives. Qu'est-ce qui le sauve aussi? C'est pas mal un plutôt bon jeu sans ballon, je trouve, parfois sur transition ou sur des cuts, rebond offensif, on l'a dit un peu, mais surtout le jump shot assez bon. Je crois qu'il est à 36 ou 37% depuis 2 ans à 3 points, et encore, en fait, je trouve que ce pourcentage n'est peut-être même pas représentatif de son vrai niveau.
de jump shooter parce que en fait il y a une sélection de tirs qui n'est pas très bonne finalement, et que tu vois, si tu regardes seulement il est à 4 quasiment 4,5 pull-up à 3 points par match, et seulement moins de 2 catch and shoot par match à 3 points, et sur les catch and shoot il est à plus de 43%. Voilà. Sur les corner free, il est donc les 3 points pris dans le corner, et depuis 2 saisons il est à 48%. Alors sur un petit volume, mais malgré tout c'est pas rien, quoi. Et c'est pour ça qu'aussi il me fait beaucoup penser à D'Angelo Russell pour ce côté compétence au shoot, le côté aussi pas forcément si fluide que ça sur du dribble en mouvement. On sait que D'Angelo Russell aussi, c'est sa faiblesse, le drive. Et même, tu vois, sur le côté un peu fonctionnel dans l'entrejeu ou en mouvement sur du dribble, c'est pas non plus quelqu'un qui va beaucoup s'arrêter à mi-distance, qui est capable depuis une course de s'arrêter en pleine course et de faire un appui 1-2 et de s'élever pour le jump shot. Il aime bien revenir un peu sur un step back. Voilà. Donc au niveau physique, on n'a pas ce côté un peu comme D'Angelo Russell, pas capable d'exploser de suite après une course en avant, d'exploser sur son jump shot verticalement. Donc il y a un peu tout ça, et presque en fait il me fait beaucoup penser à un meneur qui aurait eu beaucoup de succès en fait il y a 10, 15 ou 20 ans, quoi, avec des qualités, là encore comme D'Angelo Russell, des qualités de passeur un peu statiques qui sont très très bonnes. Ça c'est assez évident, mais par contre, tu vois, sur du drive, il peut évidemment, mais c'est pas quelqu'un qui va être capable de générer le même niveau de passe sur drive ou dans le trafic que d'autres peuvent le faire. Il est bon sur pick and roll. Depuis une position statique, il a une très très bonne vision de jeu, une bonne taille. Voilà, donc vraiment, je te dis, pour moi, il ressemble beaucoup à D'Angelo Russell sur ce côté pas hyper fonctionnel en mouvement. Enfin, tout est relatif évidemment. Bon passeur, plutôt très très bon passeur statique, du bon jump shot à 3 points notamment sur ce qui est finition et spacing. Mais pour l'instant, ce qui va pas malheureusement, c'est qu'il est dans un environnement où il est un peu passé au révélateur, et donc sans doute un peu surutilisation, et on essaie un peu de le tester, c'est normal dans une équipe comme ça, mais je suis pas sûr que ça lui convienne vraiment d'être un joueur de pull-up et avec autant de responsabilités en fait. Ouais, tu vois, j'avais pas pensé à cette comparaison, et elle m'intéresse assez, effectivement. Je trouve que c'est bien vu. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interroge du point de vue du toucher, même si on dit qu'il a un très bon jump shot, c'est qu'il est en carrière à 72% au lancer. Oui, mais oui. Ce qui est quand même pas terrible. Il était à 52 à l'université. Je me rappelle que ça, c'était un des red flags. Donc, ça se traduit pas dans le jump shot immobile, mais il doit bien y avoir un petit problème de toucher quand même. Oui. Et là, D'Lo, je sais pas en tête, hein, mais D'Lo doit être au-dessus des 80%, je pense. Oui, D'Angelo Russell est un vrai bon jump shooter avec du très bon toucher, etc. Kevin Porter, bon après, peut-être il faudrait le voir encore plus au niveau de sa carrière, mais effectivement, on n'est pas. Certains indicateurs n'ont pas l'air de dire jump shooter d'élite. Mais je pense qu'on est plutôt sur un bon, voire très bon à terme peut-être, mais on est plutôt sur un bon jump shooter. Mais tu vois, c'est pour ça aussi que je te dis, je suis assez intrigué parce qu'il y a aussi certaines forces qui sont très bonnes, quoi. Je pense que ce rôle de porteur de balle dynamique, il peut pas totalement rentrer là-dedans. Et d'ailleurs, tu vois, en termes de touches de balle, 14e plus gros total de touches de balle par match en NBA, plus que des LeBron, plus que des Ja Morant, plus que des De'Aaron Fox, des Garland, des SGA. Donc voilà, même au temps de possession totale par match, il est 11e de toute la NBA. Donc secrètement, un joueur un peu héliocentrique, mine de rien, mais avec un certain coup d'opportunité aussi, parce que voilà, on n'a pas ce même dynamisme, je trouve. Mais dans une bonne équipe, j'ai pas de mal aussi à imaginer un scénario peut-être optimiste de bon défenseur, passeur, non pas dynamique, mais passeur qui aide à fluidifier le jeu, ou voire créateur secondaire, et du catch and shoot à 3 points. Voilà, un peu ce qu'est D'Angelo Russell dans ses bons passages en fait. Oui, alors même si bon défenseur pour D'Angelo Russell, c'est vraiment dans ses très bons passages, hein, parce c'est vrai. Mais par contre, c'est intéressant pour Kevin Porter que tu dises bon défenseur, parce qu'effectivement, ça me semblait pas être le pire dans une équipe qui était quand même abominable de ce point de vue-là. Il y a quelques qualités chez Kevin Porter. C'est pas un mauvais défenseur. Ouais, mais je voulais un peu prendre un peu le temps d'en parler aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est vrai que son cas est très 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 polarisant. Il y a certains qui l'adorent, et il y a certains qui disent non, il faut le jeter à la poubelle totalement. Bon, j'avoue que je suis un peu entre les deux, parce qu'il y a quand même certains trucs intéressants, donc j'aimerais bien suivre. Après, comme il y a embouteillage là à ses postes, je sais pas trop ce que ça va devenir. Exactement. Ça sent l'échange, mais bon, je sais pas.
On verra bien. Et puis, je sais plus, du point de vue contrat où il en est, mais ouais. Bah, il vient de signer une extension et du coup, il a 18 millions sur encore 4 ans. Donc, c'est peut-être ça qui peut freiner. Mais oui. Oui, mais avec le nouveau cap, 18 millions, bon. Oui. C'est pas affreux non plus. 18 millions, ça doit être à peu près ce qu'a touché en carrière Scottie Pippen, le pauvre. Qui s'est fait longtemps avoir sur les contrats. Mais bref, avançons. Le chrono tourne. Quelle est donc ta troisième stat du jour à nous présenter pour les Rockets 2023 ? Alors j'hésite, j'ai plusieurs stats pour ce joueur-là. Bon, je vais partir sur la mauvaise, je suis désolé pour lui. 243e sur 250. C'est le classement selon l'indicateur, j'en ai pris un parmi d'autres, hein, je sais qu'il n'est pas forcément ultra fiable, mais l'indicateur Raptor, 538, pour indiquer la capacité défensive, enfin l'indicateur défensif global de Jalen Green. Oui, donc le fameux Raptor, c'est une stat all-in-one qui donne un chiffre de valeur, donc là pour la défense, c'est ça ? Alors c'est pas la stat la plus intéressante du monde, mais elle est confirmée par toutes sortes d'autres stats pour dire que Jalen Green est un défenseur absolument abominable, sans doute l'un des pires de NBA. Et ça me permet juste de lancer la discussion sur Jalen Green aussi, parce que je sais pas trop quoi faire de ce joueur, j'avoue. Pareil, hein, comme Porter, mais pour des raisons très différentes. Parce que je trouve que quand on regarde son profil statistique, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que si on veut trouver des choses très positives et dire c'est une future star, on les trouve. Si on veut trouver des choses très inquiétantes, on les trouve aussi. Et du coup, je sais pas quoi en faire, mais j'ai choisi celle-là quand même parce que il me semble que là, c'est un vrai problème. Jalen Green ne sait pas défendre, elle ne sait pas du tout défendre. Off-ball, c'est calamiteux. Et là, pour le coup, je parlais de Zach LaVine pour les questions de développement en parlant de Kevin Porter, et ça me fait vraiment penser à ça. Zach LaVine a progressé jusqu'à devenir un défenseur que je qualifierais de médiocre, ce qui est mieux que catastrophique, mais il partait de catastrophique, et pour moi, Jalen Green est encore là, catastrophique, et à part Trae Young, je vois pas beaucoup de joueurs avec un fort usage qui soient plus mauvais que lui, pour l'instant. J'ai quelques noms en tête, mais je vais pas les dire. Non, mais blague à part, tu dis il y a des stats qui partent soit dans le sens de ça va être une superstar, soit ça va être une déception. Le boulot du statisticien est justement de contextualiser tout ça et de, et de faire la synthèse. Est-ce que tu as d'autres stats du coup un peu plus positives et ensuite on parlera du cas plus généralement? Alors, j'ai une stat j'ai des stats qui sont quasiment contradictoires, mais pas tout à fait. Bon, disons que stat inquiétante, Jalen Green par rapport à l'année dernière est passé d'une réussite de 63% à une réussite de 55% au cercle. Ce qui paraît inquiétant pour un joueur qui joue beaucoup sur sa qualité physique et athlétique. Mais, dans le même temps, il est passé alors dans ce que Linda s'appelle le SFLD percentage. Le shooting foul percentage, ouais. Voilà, c'est ça, le pourcentage de fautes obtenues sur chaque tir, hein, je crois que c'est ça. Il est passé de 10,3 à 13,4, ce qui est un saut assez intéressant. Ouais. Et c'est vrai qu'au cours de l'année, surtout dans la deuxième partie de saison, on a senti une plus grande maîtrise dans la capacité d'obtenir des fautes, ce qui est très important pour un joueur qui est développé pour être quelqu'un qui aurait le premier ou le deuxième usage d'une équipe. Juste si je peux caler juste une stat aussi là-dessus, tu dis par rapport aux fautes, effectivement il a baissé sa réussite au panier, et moi notamment au niveau des drives. Bizarrement on se rend compte qu'il a la même efficacité cette année que l'an dernier, grosso modo autour des 1,10 points par tir en fin de drive, et alors qu'il met moins ses tirs, mais du coup les lancers francs ont aidé un peu à compenser, mais on est globalement sur la même productivité finale. Le problème, c'est peut-être juste que les standards NBA ont un peu évolué, donc il est un peu plus bas dans le classement aujourd'hui que l'an dernier où il était un peu plus au niveau de la moyenne. Ouais, et là où je trouve qu'il est difficile à évaluer, c'est que, bon, en voyant ces stats, je me suis dit, bon, je vais faire mois par mois ou période par période pour voir s'il a progressé. Et sur les 2 premiers mois de la saison, il est à 61% au cercle. 2 mois suivants à 46%. Et dernière partie de la saison à 56%. Ce qui dément l'idée qu'on a depuis 2 ans
l'idée globale, hein, ça la dément pas forcément, mais ça rentre un peu en contradiction, que Jalen Green, il est meilleur sur les deuxièmes moitiés de saison que sur les premières. Il commence mal ses saisons, il finit bien. Donc c'est là où je sais pas trop comment l'évaluer, parce que cette manière de progresser dans la saison globalement, hein, d'avoir des meilleures stats, les stats brutes, c'est vrai. En même temps, on peut dire que souvent il joue aussi face à des équipes parfois qui sont un peu moins motivées. Donc je sais pas, chaque fois que je le vois jouer, il y a des flashs effectivement, mais la constance n'est quasiment jamais là, et c'est ça qui me gêne un peu, et en même temps sur laquelle il faut rester prudent, parce que le principe d'évaluer un jeune joueur, c'est d'évaluer ce qui, dans la constance ou dans l'inconstance, relève de quelque chose qui peut s'améliorer ou pas. Ou alors, si cette inconstance, c'est quelque chose qui est presque la nature du joueur. Parce qu'il y en a dont on se dit, ah ouais, s'il jouait comme ça tout le temps, il serait formidable. On se dit, ça va venir avec l'âge. Et ça vient jamais. Et d'autres, au contraire, ça vient. Et pour Jalen Green, j'avoue ne pas trop avoir la réponse de ce point de vue-là. La seule chose que je trouve constante, c'est sa nullité défensive. Mais il faut bien avouer qu'il y a aussi des matchs où il est exceptionnel offensivement. Enfin, exceptionnel. Ou en tout cas, il est très spectaculaire offensivement. Tu te rappelles que ma question, c'est est-ce que tu as des stats positives? Là, j'avais la stat positive du pourcentage au lancer, et qui pour moi est quand même très positive. D'arriver à avoir plus de lancers, c'est un signe de progrès aussi. Ouais. Mais effectivement, je suis peut-être pas ultra enthousiaste sur ce joueur, mais peut-être à tort, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'empêche un peu d'être très enthousiaste. Alors après, moi j'avais noté une stat aussi, du coup ma troisième du jour, c'était 2,3. Et c'est le nombre de dribble and off par match de Jalen Green, justement. Et c'est le 5e plus gros total de NBA sur 2023, derrière Kevin Huerter, un peu le roi de la catégorie cette année. Derrière Huerter, donc Curry, Tyler Hero et Jamal Murray. Et d'ailleurs, il a une efficacité là-dessus qui est bonne, hein. Jalen Green, 1,09 points par possession. Jamal Murray est à 1,11 dans le 73e centile, donc mieux que 73% des joueurs NBA. Donc plutôt efficace et plutôt beaucoup de dribble and off. Et c'est vrai que je fais exprès de parler de ça parce que pour moi, il y a aussi pas mal de comparaisons à faire avec Jamal Murray, pour le coup. Un peu, et pas juste parce que de l'autre côté, on a Jokic et Sengun, donc ce modèle-là. Mais non, mais j'avais un peu envie de citer ça pour citer le côté polyvalence de son profil, justement. Il a une polyvalence offensive qui est très intéressante, je trouve, en tout cas théorique, parce qu'il est encore très jeune, évidemment, mais je trouve que le fait qu'il utilise pas mal de dribble and off, ça montre ça. Il peut aussi être utilisé en porteur de balle un peu plus proactif, un peu plus frontal, isolation, pick and roll. Il peut aussi jouer sans ballon et apporter un peu de spacing, en tout cas on l'espère à terme. Mais voilà, il y a vraiment une polyvalence de profil qui est assez intéressante, et je fais exprès la comparaison avec Jamal Murray qui se situe à peu près dans les mêmes eaux, parce que pour moi c'est un peu aussi le cas avec Jamal Murray, qui parfois peut être, il y a un peu des erreurs de casting de se dire où est-ce qu'on classe Jamal Murray parmi les porteurs de balles, alors que non, toute la force de Jamal Murray, c'est certes, c'est pas un chapeau des porteurs de balles, mais il a aussi une double casquette et une polyvalence de jeu sans ballon et de mouvement sans ballon, et surtout les dribble and off, etc. Et je pense qu'avec Jalen Green, on est un peu sur ce profil-là, et je dis ça dans le sens aussi, du coup, à quel point est-ce qu'il peut être un porteur de balle un peu pick and roll, un peu proactif d'élite, je ne sais pas, peut-être, mais ça me choquerait pas non plus qu'il ne le devienne jamais finalement. Mais voilà, pour moi, la vraie force de son profil, c'est cette polyvalence. Autre stat aussi que j'avais noté, c'est le pourcentage de paniers assistés. Du coup, il est à 42% de ses paniers qui étaient assistés. On est dans la zone de Jamal Murray, Paul George ou Zach LaVine. Donc un peu, voilà, c'est ce genre de profil offensif à gros volume, mais polyvalent, off-ball et on-ball, hein, Paul George, Zach LaVine et Jamal Murray. Et c'est vrai que ça, c'est un peu pour le côté positif, je trouve, c'est que c'est quelqu'un qu'on va pouvoir utiliser de manière assez variée à terme, qu'on va pouvoir utiliser sur des dribble and off, qu'on va pouvoir utiliser sans ballon, sur du spacing, peut-être sur des sorties d'écran, qu'on va aussi pouvoir utiliser balle en main, évidemment. Donc il y a une vraie polyvalence intéressante. Il y a aussi, évidemment, pourquoi est-ce qu'il a été drafté aussi haut, un combo de qualité athlétique démentielle, d'explosivité. Je comprends pas pourquoi son surnom NBA, c'est pas encore Flubber. Honnêtement, je vais commencer à faire campagne. Alors peut-être que la référence est trop vieille, peut-être qu'on est vieux, mais je comprends pas pourquoi son surnom c'est pas Flubber. Allez voir si vous connaissez pas. Mais bref, il y avait ce côté combo de qualité athlétique et toucher de balle. Et c'est vrai que là-dessus,
c'est un peu bizarre parce c'est assez irrégulier. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des fois, effectivement, au niveau des drives, donc je dis 1,10 points sur des tirs en fin de drive, c'est 34e sur 45, donc pas génial. Avec là encore la nuance que c'est sauvé par beaucoup de lancers francs, mais si on enlève les lancers francs et qu'on regarde juste les lay-up ou les tirs en fin de drive, il est deuxième pire de NBA du coup, sachant que le pire donc c'était Kevin Porter Jr. Donc il est deuxième pire à égalité avec Jaden Ivey. Donc voilà, il y a ce côté pas efficace, et de l'autre côté il y a des séquences où il fait des drives et des finitions extrêmement impressionnantes avec du toucher de balle très soyeux et des finitions très créatives, et voilà vraiment cette précision pure qu'il a sur des finitions au panier qui est impressionnante. Donc je sais pas trop quoi en penser. Je ne sais pas. Oui, bah voilà, donc pareil. Moi j'ai du mal à le voir comme un playmaker, pas playmaker, mais comme joueur avec l'usage principal d'une équipe. Et je trouve que la piste Jamal Murray de ce point de vue-là est assez intéressante. Puis moi il y a quand même cette question de la défense que je trouve très très embêtante, quoi. Parce que oui. Quel est le plafond de ce joueur-là? Regarde Jamal Murray. Dans ce style-là, tu peux faire très bon. Enfin, tu vois, bon, c'est pas pareil parce que Paul George est ailier, mais Paul George a eu des saisons offensives dans ce côté registre très polyvalent de très très haut niveau, même de type All-NBA. Alors, je sais pas à quel point la défense a aidé aussi dans la candidature, quoi. Oui, mais Paul George est All-NBA presque en défense. Enfin, peut-être pas, mais pas loin. C'est vrai. Ce qui change un peu tout, quoi. Mais je veux dire, tu vois, si on classait les saisons offensives, ça me choquerait pas qu'il fasse des saisons offensives dans ce style-là de très haut niveau. Mais effectivement, du coup, c'est un style de jeu, et c'est aussi ce qu'on reprochait à Paul George, c'est ce qu'on peut reprocher à Jamal Murray. C'est pas quelqu'un à qui tu peux donner la balle et il va être ton attaque. Il peut pas te donner cette identité, il peut pas sans rien faire une attaque de pick and roll ou une attaque tout court qui va être de très haut niveau. Donc ça, je sais pas. Effectivement, on a un peu... Alors, je crois que c'est PD Webb, je crois, l'analyste de draft qui en parlait comme... Jalen Green, c'est un peu justement le poste 2 un peu d'avant, parce qu'on était dans une NBA où il y a de plus en plus de playmakers capables de tout faire. Lui, c'est un peu le poste 2 traditionnel, du coup, qui n'a pas forcément ce passing-là. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses très bonnes. Il y a aussi des choses un peu inquiétantes. J'avoue que je suis un peu moins inquiet que toi sur la défense pour l'instant. Nuance pour l'instant. Mais voilà... en même temps, il n'est pas efficace du tout cette année. 93 de true shooting plus, donc l'efficacité générale. Donc moins 7% par rapport à la moyenne, c'est pas très bon, en plus sur un usage de 28%. Mais justement, tu vois, je pense qu'il fait aussi pas mal de cartons offensifs parce que Houston, il a eu pas mal de chances d'avoir des ballons. Il peut faire des grosses perfs en termes de total brut de points, et qui tendent un peu à passer sous silence son efficacité ou son inefficacité, justement. Mais dans la théorie, c'est un profil très très intéressant, et j'ai hâte de le voir se développer. Peut-être pas comme un Triung, peut-être pas comme ce genre de profil un peu capable de tout faire, mais ça peut être un profil très 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 intéressant si tu as le Jokic 2.0. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est un profil qui est peut-être pas si malléable que ça, en fait. Enfin, malléable au sens où il va lui falloir un cadre plus spécifique qu'à d'autres joueurs dont on peut se dire de toute façon ils sont tellement forts que les choses vont s'organiser autour d'eux, plutôt qu'il faudra trouver le bon cadre pour qu'ils se développent. Oui. Alors justement, c'est pas qu'il est pas malléable, c'est qu'il est très malléable, mais du coup, il peut pas te donner une identité lui-même, quoi. Donc c'est justement, il est très polyvalent, donc il faut les outils pour utiliser cette polyvalence, quoi. Oui, mais en même temps, il faut aussi, Si, c'est vrai qu'il est polyvalent en un sens, mais ça veut dire aussi qu'il faut avoir un meneur à côté de lui qui soit un vrai playmaker. C'est ça, ouais. Qu'il faut avoir, qu'il soit un vrai playmaker et un bon défenseur. Qu'il faut qu'il soit quand même un peu protégé en défense. Donc c'est dans ce sens-là que je veux dire qu'il est pas si malléable, c'est que il a des points faibles qui font qu'il faut les compenser quand même par d'autres profils à côté de lui. Ouais. Alors c'est le cas de beaucoup de monde, mais j'imagine que, ce qu'attendaient les fans de Houston, c'est que ça soit lui la pièce maîtresse autour de qui construire. Et je suis pas si sûr que ça puisse être le cas. Après, tu dis il faut un meneur à côté de lui qui soit un playmaker, défenseur. Ouais, c'est un peu ce qu'est Amen Thompson, du coup, apparemment. Oui, absolument. Et ce qui est Van Fleet aussi en un sens. Aussi, oui, c'est vrai, j'ai oublié Van Fleet. Mais non, mais moi, c'est peut-être juste la seule nuance que je mettrais, ce ne sera peut-être pas jamais ton moteur offensif, au sens, ça va être lui le playmaker,
Mais si tu as déjà un créateur de très haut niveau à côté ou deux, ça peut être quelqu'un qui peut s'insérer dans plein de configurations différentes, quoi. C'est juste que est-ce que ça peut être ton moteur offensif, ton créateur de décalage principal? Peut-être pas, mais en même temps, c'est une caste de joueurs très très. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui rentrent dans cette catégorie non plus, quoi. Le côté créateur à gros volume et en grande quantité et qualité. Donc voilà pour Jalen Green, qui d'ailleurs est encore très jeune, si je dis pas de bêtises. Hein. C'était à peine l'année de ses 20 ans. Ouais, 21. je pense. Ouais, il doit avoir 20, ouais, je pense. Il est né en 2002. Ouais. 2002. Il doit avoir 21. Ok, donc voilà pour Jalen Green. Du coup, avançons. C'est quoi? C'est ta 4e stat du joueur à nous présenter pour les Rockets? Alors, c'est une double stat, c'est 93 et 98. Ouais. C'est les percentiles de Tari Eason pour le block percentage et le steal percentage. Donc, dans quel il est plus fort de ce point de vue-là que 93% et 98% des joueurs NBA. Et pourquoi je choisis ça? Parce que c'est très rare d'avoir un joueur qui soit si fort dans ces deux catégories. Et c'est un indicateur qui est souvent retenu, le block percentage et le steal percentage, par les scouts lors de la draft. Ils regardent ça parce que c'est visiblement, il y a eu des études à grande échelle pour montrer que c'était un indicateur assez prometteur et qui était en corrélation avec un développement ensuite postérieur. Et en fait, en regardant un peu, j'ai regardé, il y a que 7 autres joueurs cette année qui étaient comme ça au-dessus du 90e percentile dans les deux catégories, où on retrouve des joueurs qui sont les meilleurs défenseurs de NBA. Parce qu'il y a Alex Caruso, Matisse Thybulle, Anunoby, DeAnthony Melton, Kyle Anderson, Jalen Suggs, et quelqu'un que, toute personne qui ne regarde pas les Wizards ne connaît sans doute pas, qui est Jordan Goodwin, mais qui est un excellent défenseur. Et il y aurait Gary Payton 2 aussi, mais qui a très peu joué, mais bon, voilà. Il n'avait pas assez de minutes pour passer le seuil de la catégorie. Donc, il semble que là, avec Tari Eason, les Rockets sont quelqu'un qui, défensivement, dans le playmaking défensif, comme on appelle ça, dans la polyvalence aussi, tu as parlé de sa capacité au rebond offensif, est ultra prometteur. Oui. Et déjà ultra efficace, en un sens aussi. C'est le 4e ou 5e joueur idéal presque pour à mettre dans un line-up où il y aurait de la création de tir, où il y aurait du shoot, où il y aurait plein d'autres choses, parce que c'est celui qui apporte l'énergie, qui apporte la défense, qui apporte la polyvalence défensive. Il est complètement nul en attaque, ça c'est un peu embêtant par contre, ça l'est même beaucoup, mais défensivement là, il y a pour un rookie, c'est vraiment très 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 bon, quoi. Oui, effectivement. Alors c'est marrant parce que je voulais aller chercher ces stats, mais j'ai oublié de le faire. Du coup, c'est bien que tu le fasses. Et parce qu'en plus, je me dis, ça pourrait être bien de le noter parce que sans doute qu'on aura ces résultats-là. Et effectivement, donc tu nous dis, c'est le cas. Il est élite sur les deux domaines. Et pour expliquer un peu ce côté corrélation, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au steal percentage notamment, c'est parce qu'on c'est corrélé en fait à l'intelligence de jeu en général. Dans le sens où quelqu'un qui est capable de faire des interceptions, ça veut dire qu'il comprend un peu les mécanismes d'une attaque et d'une façon dont une équipe joue, et donc il est capable d'anticiper ou de lire des trajectoires. Voilà. Celui qui fait des steals, c'est qu'il arrive à lire le jeu pour pouvoir littéralement s'interposer et faire l'interception. Et donc c'est vrai que c'est un peu corrélé avec la qualité du sens du jeu et de la compréhension du jeu, de la lecture du jeu. Et donc c'est vrai que j'ai plus de tête, mais en gros tous les meilleurs joueurs de NBA ou pas loin ont eu des steal percentage en NCAA qui étaient de top niveau en fait, ou enfin en NCAA ou dans leurs jeunes années, hein, je pense à Jokic aussi notamment, mais du Stephen Curry c'est ça. Enfin voilà, vous pouvez regarder tous les joueurs intelligents très jeunes, ils avaient un peu ces indicateurs là. Donc évidemment très bon indicateur justement. Et c'est vrai qu'on a ce côté polyvalence défensive extrême. Je sais que
c'est Alan, du coup, qui est parti, du coup, qui nous a abandonné, qui fait plus de podcast, qui est parti à Santa Clara. Mais l'an dernier, c'était un de ses chouchous à la draft, Alan. Et je comprends effectivement pourquoi est-ce que il me le vendait aussi bien. C'est parce qu'on a un vrai phénomène physique qui, en plus du physique, a une compréhension du jeu, en fait. C'est ça aussi, il y a une capacité d'exploiter son capital de base, quoi. Pour moi, c'est le small ball 5 parfait, presque. Parce que alors il est un peu petit certes, mais il est assez costaud, il tient bien sur ses jambes, il a cette capacité à switcher dans une série de playoffs. Pour moi, ça peut être une carte maîtresse à jouer pour passer en small ball. Bon, évidemment, en fonction du match-up. Hein. En plus, c'est un excellent rebondeur offensif, comme tu l'as dit. Ouais. Ensuite, et le faire jouer en small ball 5 permet un peu de neutraliser le fait qu'il a pas de shoot, mais pas du tout, et qu'il a pas trop de toucher non plus, hein, et qu'il il perd pas mal de ballons aussi, donc ça le met dans une position où il serait entouré de playmaking et de shooting, et là ça peut être super, parce que là, pour parler des choses négatives, il est vraiment très très mauvais en termes de réussite offensive, hein. Il tourne à 47,5% à 2 points, ce qui est vraiment très très faible. Il prend beaucoup de flotteurs. Il tourne à 27% dans cette zone-là, ce qui est absolument calamiteux. Bon, c'est un shooter à 3 points correct. Hein, il est à 35%, c'est pas mal, ça suffit. Mais voilà, il y a un peu de PJ Tucker aussi là-dedans. C'est ce genre de profil qui est ultra précieux, qui sera jamais une star, je pense. Hein. Il me semble pas qu'il ait le potentiel chez lui de se développer comme un All-Star ou quoi que ce soit. Mais comme role player polyvalent, malléable pour le coup, je trouve que là c'est un joueur assez génial. Oui, et puis tu dis il est pas très bon, enfin il a des faiblesses offensives. Bah, enfin encore heureux, je sais pas, mais en tout cas s'il avait pas eu de faiblesse offensive, il aurait été numéro top 3 de draft en fait. Oui, absolument. Et Houston n'aurait pas pu l'avoir. Ouais. Mais non, mais volume défensif impressionnant, effectivement. Protection du panier, interception. Je crois que c'est un des intercepteurs les plus redoutables de NBA, de toute la NBA, sur le côté juste à tout moment il peut sortir de nulle part et te créer une interception. Et justement, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il fait 6'8" de taille, mais il joue beaucoup plus grand que sa taille parce qu'il a une envergure de 7'2", de 7 pieds de long. Et ça encore, hein, c'est des genres de bonus d'envergure de bras à la Kawhi Leonard, à la Draymond Green, à la Kevin Durant. Voilà, c'est ça aussi, c'est caractéristique des très très bons défenseurs. Alors peut-être Kevin Durant moins que les deux autres que j'ai cités, mais voilà, Kawhi Leonard c'est un peu ça aussi. Draymond Green c'est un peu ça, c'est instinct, capacité à lire le jeu et en plus le bonus d'envergure de bras qui fait que tu as un volume immense. En plus, je trouve que lui, il est aussi bon en protection du panier et pas juste aux interceptions. Et d'ailleurs, tu dis en termes de percentile, il a pas mal il rentre dans une catégorie très 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 intéressante. Et si on regarde non pas le percentile, mais les chiffres bruts en eux-mêmes, donc non pas le classement, mais les chiffres en eux-mêmes, donc minimum 1,4 de block percentage et 2,2 de steal percentage, il n'y a que 2 joueurs qui répondent à ces critères en NBA en 2023, c'était lui et Alex Caruso. Voilà, pas plus. C'est pour dire aussi à quel point on a vraiment quelqu'un de absolument fantastique sur ce côté playmaking défensif. On suivra évidemment le côté développement offensif, mais je pense que c'est un profil qui peut rester là à long terme dans un rôle potentiellement à haut volume, je pense. Haut volume, enfin, gros rôle, hein, je veux dire pas au volume offensif. Mais ok. Du coup, je peux enchaîner avec ma 4e stat de la saison pour moi, qui va être un peu lié, parce que c'est en conséquence. Moi, c'était 21,8. 21,8, c'est les minutes par match de Jason Tate, justement, qui a peut-être du coup fait une première saison un peu décevante. Première fois qu'il est un peu décevant, je trouve. Parce que voilà, il sort un peu de nulle part, il n'a pas été drafté, je crois qu'il est passé en Europe avant. 2021, il fait 29 minutes par match dans les Rockets 2021. L'an dernier, 26 minutes de jeu par match, et donc cette année, c'est tombé à 21 minutes par match de jeu en moyenne. Après, il faut dire aussi qu'il revient de blessure. D'ailleurs, il a fait que 31 matchs et à peine 7 titularisations, alors que l'an dernier, il était titulaire 77 fois sur 78 en 2022. Donc voilà, il y a un peu un déclassement de Jason Tate, mais qui, en même temps, est un peu normal, parce qu'il y a eu le recrutement de Jabari Smith, qui était un asset très prisé, donc forcément, il va beaucoup jouer. L'arrivée aussi donc de Tari Eason, dont on vient de parler. Et du coup, je voulais en parler aussi parce que Jason Tate, la bonne surprise de ces Rockets depuis 2-3 ans, joueur très intéressant, et je voulais un peu me poser la question de son futur.
Moi, c'est un peu un de mes chouchous, pour le coup. Et pour moi, il y a deux possibilités. Soit il est échangé ou il joue plus du tout parce qu'il y a Jabari Smith, il y a Tari Eason, il y a Alperen Sengun, il y a même Jeff Green qui est un peu arrivé en plus sur l'intersaison. Donc soit il joue pas du tout, soit il retrouve de nouveau plus de 30 minutes de jeu par match parce que le coach c'est Ime Udoka et que lui il va pas être tant que ça, je pense, dans le développement de joueurs. Il va vouloir le faire jouer comme Jason Tate est excellentissime défensivement. Le coach qui va arriver, qui va faire jouer un peu les vétérans. Donc voilà, il y a deux possibilités, soit il joue pas du tout, soit Ime Udoka va le faire jouer énormément de minutes. Je sais pas, mais en tout cas je vais suivre, parce que si ça se fait pas à Houston, je pense que ça peut être une addition très très intéressante pour un contender en milieu d'année. Ouais, moi c'est un joueur que j'adore aussi, qui est vraiment très atypique, hein, parce qu'il est tout petit, il est à 6'4", et mais il est aussi plus grand que sa taille. Je sais pas, c'est un ailier fort, quoi, en gros. Et c'est un joueur ultra intelligent qui a cette capacité de playmaking que n'a pas Eason, par exemple. Playmaking offensif, hein, tu veux dire? Ouais, playmaking offensif, ouais. Je sais pas trop dans quel. Enfin, je trouve que le roster des Rockets là est un peu confus. On sait pas trop qui va jouer ou pas, parce que donc au poste de pivot ils ont déjà Sengun et Landale. Ils sont apparemment très 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 enthousiasmés par Landale. Puis il y avait même des rumeurs disant qu'il pourrait être titulaire l'an prochain. Ils lui ont donné un contrat que je trouve personnellement un peu délirant, mais bon, pas grave. Au poste 4, ils ont Jabari Smith et Tari Eason. Au poste 3, il y a Dillon Brooks. Il va bien falloir faire de la place à un moment donné aussi pour Jalen Green. Et puis pour tous les arrières qu'ils ont. Donc ça m'étonnerait pas que Tate soit un peu un de ceux qui va être sacrifié. Mais pour moi, un gars comme ça qui arrive dans une équipe de playoff, mais il joue 20 ou 25 minutes par match en playoff sans aucun problème. En plus, il a un contrat qui est super. Il est à 7 millions par an, quelque chose comme ça. Bon, donc ouais, c'est un peu un mystère d'ailleurs. Enfin, si, je sais qu'il demandait beaucoup Houston pour lui, mais à mon sens, pour une équipe qui est déjà très bonne, ça vaut tout à fait le coup de sacrifier un premier tour. Bah après, il a quand même aussi certaines limites, hein. Notamment ça bloque au niveau du jump shot. Donc, je sais pas à quel point tu peux avoir un rôle important dans une équipe de playoff sans jump shot, ou alors il faut vraiment que ça soit l'équipe qui est bien configurée et qui peut se permettre d'avoir un profil sans jump shot. Imagine-le aux Warriors. C'est le joueur parfait pour les Warriors. Ouais, par exemple. Alors là, vraiment, parce que tu as du jump shot à côté. Bon, même s'il n'y en a pas tant que ça, puisqu'il y a un peu que Curry et Thompson. Bon, maintenant, il y a Chris Paul. Mais ils ont toujours su se débrouiller avec des line-up à deux intérieurs qui n'ont pas beaucoup de jump shot. Je trouve que ça serait le joueur parfait pour eux, vraiment. Oui, même en backup de Draymond, tu les fais pas jouer ensemble, mais tu peux avoir ce genre de continuité. Alors il est pas le défenseur off-ball comme Draymond, mais moi je lui trouve un vrai QI défensif très intéressant, une polyvalence on-ball intéressante. Et pour faire un peu bon voilà, il va sur ses 28 ans, donc j'avoue que le côté jump shot, je commence un peu à abandonner parce que voilà, au bout d'un moment, tu es qui tu es, quoi. Le développement, on est loin dans le développement, donc on est sur un produit fini a priori. Donc à part le jump shot, donc il peut pas tant que ça apporter de spacing, il va pas être respecté en playoff par exemple, mais c'est vrai qu'il peut apporter des choses très intéressantes. Je trouve cette polyvalence défensive assez incroyable sur le ballon, aussi un peu sur la défense collective, un peu de rim protection depuis son poste de ailier fort on va dire, le côté défense du poste bas aussi parfois. Il peut opérer aussi en attaque sur des dribble and off, parce qu'il c'est plutôt un bon passeur, donc là-dessus les dribble and off c'est bien, c'est aussi une manière de l'utiliser, et en plus de l'utiliser en dehors s'il a la balle sur les dribble and off, il fait pas partie du spacing, donc c'est bien. Tu peux l'utiliser aussi sur des rolls, du pick and roll, donc en poseur d'écran qui ensuite va au panier, sur des cuts, il peut être bon en transition aussi, le rebond offensif évidemment. Donc voilà, je pense qu'il a un profil loin d'être parfait, mais qui peut plaire à pas mal d'équipes compétentes. Et le seul problème, c'est que là, ça bouche un peu du côté de Houston. Et encore, je dis ça, hein, je pars un peu sur le principe qu'on va faire jouer pas mal de jeunes et qui rentrent plus trop dans ce projet-là. Mais si ça se trouve, l'an prochain, les joueurs avec le plus de minutes, ce sera Jock Landale, Jason Tate, Dillon Brooks. Donc, on n'en sait rien avec Houston.
Avançons, du coup. Quelle est donc ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour les Rockets 2023 ? Alors, ma 5e et dernière stat, c'était plus de 500. Alors, je vais pas noter le chiffre exact, mais c'est le nombre de 3 points en moins pris par les Rockets entre l'an dernier et cette année. L'an dernier, en 2021 et 2022, c'était respectivement les 3e et 4e équipes qui prenaient le plus de 3 points en NBA. Cette année, ça a chuté à la 23e. Si je dis pas de bêtises, c'est un thème avec toi parce que les Wolves aussi avaient fait ça, non ? Absolument, oui. Et alors du coup, ça m'a paru très bizarre. Je suis allé voir et essayer de trouver une explication. Bon, alors ça s'explique par le fait que Jalen Green a pris moins de 3 points que l'an dernier, que Garrison Matthews jouait beaucoup moins, alors que c'est un peu un sniper. Il y a plus Harmony Brooks, qui est un joueur assez mauvais, mais qui sait beaucoup tirer à 3 points. Sengun a arrêté d'en tenter. Bon, alors ça peut être qu'une anecdote et tout ça, mais je m'inquiète un peu en fait pour le spacing de cette future équipe. Il me semble qu'il n'y a pas de très bon shooter à 3 points là-dedans. Et même les additions qu'ils ont faites, Dillon Brooks, c'est un shooter qui a beaucoup de volume, mais qui est pas bon. Enfin, pas très bon. Il tourne à 32-33%, je crois, en carrière. Fred VanVleet a un gros volume aussi, mais qui est pas exceptionnel. Et ça m'embête. Pourquoi ? Et là, je te tends la perche, parce que ça me surprend, je t'en ai pas encore parlé, mais parce que, à mon sens, autour de Sengun, il faut beaucoup de shooters à 3 points. Oui. Pour que, voilà, il soit mis dans les meilleures conditions possibles. Vu que lui, visiblement, contrairement à Jokic, n'est pas un bon shooter à 3 points et pas très intéressé par en prendre. Et donc c'est là ma petite inquiétude, parce qu'il me semble qu'il y a en fait dans cette équipe beaucoup de shooters moyens ou moyens plus ou moyens moins, et que je suis pas sûr que toutes les pièces là puissent coller ensemble, et il me semble qu'il va y avoir besoin d'un peu de respiration. Déjà que, enfin, tu peux compenser ça par un très bon playmaking ou par une grande comment dire, capacité à ne pas perdre de ballon, donc une grande discipline. Mais l'ensemble là de cet effectif me paraît un peu flou sur la construction offensive, et voilà, donc c'est plus une stat de, je m'en fiche un peu qu'il soit 23e, c'est la saison qui vient de s'écouler là, mais c'est plus une stat pour réfléchir pour la suite en fait, en un sens. Ouais. Après, le bon point, c'est que Dillon Brooks va aider sur les turnovers, puisque lui, il ne perdra jamais la balle, puisqu'à chaque fois, il prendra le tir. Donc, exactement. Et c'est, pour le rebond offensif, c'est bien. Voilà, plus tu loupes de tir, plus... Exactement. Il va réduire les turnovers de l'équipe et augmenter la fréquence de rebond offensif. Mais non, alors, blague à part, c'est vrai que c'est un thème qu'on n'a pas trop abordé. Enfin, on l'a fait un peu en fil rouge, mais le coaching a beaucoup été décrié du côté de Houston cette année, je pense un peu à raison, tout de même, au niveau de la tactique, au niveau du développement de joueurs aussi peut-être. Et là, il y a un changement de paradigme, peut-être, comme certains aiment dire. Mais on a un changement de projet assez étonnant, je sais pas, mais en tout cas, ce sera à suivre, parce que on est aussi passé d'un projet de jeunes, on va essayer de développer tout ça, à d'un coup, on fait, alors peut-être pas un all-in, mais en tout cas, on paye quelqu'un, un coach compétent, qui aime bien la défense, qui aime bien avoir des joueurs compétents. On signe des joueurs compétents aussi, qui n'ont pas un grand plafond, contrairement aux jeunes, mais qui sont déjà bons aujourd'hui. Et qu'on paye très cher. Parce que oui. Le contrat de Brooks, c'est très très cher. Bon, après, il y a un côté, t'es obligé un peu de surpayer quand tu es Houston pour avoir ce genre de joueur, oui. Mais bon, je te rejoins que, bon, moi, Dillon Brooks à 20 millions par an, j'aurais pas pensé, mais admettons, on va dire, quand t'es un nouveau riche, ou que t'essaies de débarquer sur un marché, t'es un peu obligé de surpayer. Donc ça, ok, mais voilà, c'est vrai que d'un point de vue projet, il y a eu un peu un shift qui s'est fait. D'ailleurs, il y a deux jeunes, Tai Washington, je crois, et Garuba, qui avaient été un peu bazardés en échange. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'était pour faire de la place à Brook Lopez, qui avait dit qu'il viendrait, et qui, en fait, finalement, on n'a pas tenu sa parole et reste à Milwaukee. Et du coup, ils ont un peu fait l'échange pour rien. Et aujourd'hui, les deux jeunes sont à... Ouais, ils ont signé Landale avec ça, je crois, finalement. Avec le cap qui a été... Ouais. Ça aurait été moins pire, Brook Lopez, hein, oui. mais oui, clairement, on sent qu'il y a une page qui se tourne. Est-ce qu'ils ont raison ou pas ? Je ne sais pas. Au niveau de ce développement de joueurs, au niveau de à quel point on veut accélérer le rythme de construction,
Bon, je sais pas, mais c'est vrai que pour revenir du coup à ton point initial, je peux aussi citer ma 5e stat du jour, puisqu'elle est un peu dans ce même thème. 71, c'est le pourcentage au lancer franc de notre ami Alperen Sengun. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu une petite déception. Ouais. En un sens, parce que il était déjà à 71% l'an dernier, et que d'ailleurs en début d'année, il était à 80%. Donc, d'où l'intérêt d'attendre les gros échantillons pour pouvoir juger. Parce qu'au bout de 20 matchs, il était à 80% et j'étais très content. Et bon, après, moi, les lancers francs, j'avoue que je suis un peu peut-être à contre-courant, mais moi, le côté, il faut que les joueurs mettent leur lancers francs, bon, je m'en fous un peu sur ce côté. Ouais, il faut rentrer ses lancers francs. Je m'en fiche un peu en soi, mais c'est surtout pour le côté un peu indicateur et surtout qu'est-ce que ça raconte du reste du jeu. Et donc, notamment, le fait que les lancers francs sont un exercice et une stat très corrélés au jump shot. On en a parlé un peu plus tôt. Et là-dessus, c'est vrai que le développement un peu de Sengun sur le shoot en général, et je parle plus que des lancers francs, mais me déçoit un peu pour le coup. Parce que et même plus général, hein, le développement de Sengun, mais peut-être on en parlera tout à l'heure, mais au niveau des lancers francs, ça stagne un peu. Et au niveau des 3 points, non seulement l'efficacité n'augmente pas, mais en plus son volume est même descendu. Il passait il a moitié moins en fait. Il était à 1,6 3 points tentés par match l'an dernier. Il est passé à 0,8. Donc voilà, non seulement on aurait dû avoir quelqu'un qui teste plus, et donc on a eu l'inverse. Et je dis ça parce que c'est d'autant plus décevant que ce jump shot stagne, parce que on a affaire avec, je pense, un des top 5 touchés de balle de NBA. Donc c'est là-dessus pour moi où bon, je m'attends peut-être pas à ce que il va pas forcément finir par être un shooter à 43% à 3 points. Ok, mais je pense qu'avec ce toucher de balle là, sa précision pure et son toucher, c'était fondation pour au moins être un shooter à 3 points correct. Et c'est là-dessus où je suis déçu, parce que le toucher est la fondation du jump shot, et il en a une fantastique, mais le jump shot n'est pas là à la fin, quoi. C'est un peu ça qui est dommage. Et pour refaire aussi la comparaison avec Jokic, puisque j'ai fait un podcast il y a 1 an pour faire un peu comparer les deux, et ce que j'avais noté aussi, c'est que finalement au même âge, Jokic aussi était autour des 70% de réussite au lancer franc, donc son année âge 19 ans, mais Jokic avait rapidement augmenté à 80%, notamment en arrivant en NBA, et donc à 20 ans il était déjà à 80% au lancer franc. Donc Sengun, on n'a pas ça. Sengun, on n'a pas cette progression au même âge, on va dire. Donc peut-être on peut commencer un peu plus à s'inquiéter, entre guillemets, ou en tout cas à faire la différence. Je ne sais pas à quel point c'est une question de mécanique, ou de vraiment de mémoire gestuelle et de capacité, de capital de base, un peu génétique, de mémoire gestuelle, de capacité à répéter le geste, etc. Ou est-ce que c'est une question de développement du geste en lui-même, de construction du geste en lui-même, de la mécanique? Je ne sais pas. L'autre différence aussi, c'est que Jokic, en étant plus jeune, et même quand il n'était pas performant au lancer franc, et même par performance sur le jump shot, il avait une diversité de tirs qui était très variée. Il tentait des sorties d'écran, il tentait un peu des pull-ups, etc. quand il était plus jeune, ce qui n'est pas le cas de Sengun. Donc voilà, un peu déçu du jump shot de Sengun, et même pour te dire, un peu déçu aussi de son utilisation cette année. Oui, je me demande s'il se dirige pas plus vers un profil Sabonis qu'un profil Jokic, en un sens. Pour moi, c'est pareil, c'est le même. C'est un peu la même chose, sauf que Sabonis, il s'est pas marqué sur des 1 contre 1, alors que Jokic, oui. Oui, mais Sabonis n'a pas vraiment de shoot extérieur, quoi. Oui. Enfin, pas du tout, même. Et même si le Thunder, là, son année rookie, a essayé de en faire un stretch fort. Et bon, ça change tout, quand même, malgré tout. Et c'est bien, s'il devient Sabonis, mais c'est quand même moins bien que s'il devient Jokic. Mais bon, c'est un peu... Ouais. Enfin, on peut pas demander à un joueur de devenir Jokic non plus, parce qu'on parle de quelqu'un qui sera peut-être dans le top 10 ou top 15 des meilleurs joueurs de l'histoire à la fin de sa carrière, mais bon, effectivement, du point de vue de ce développement-là, c'est pas terrible, alors qu'il me semble qu'il y a eu plus d'amélioration du côté défensif. Enfin, je suis moins... Oui, mais oui. Je suis moins Sengun que toi, mais il me semble que défensivement, c'est mieux. Sengun, je pense que tout le monde est moins Sengun que moi, j'ai l'impression. Oui, voilà. Mais en tout cas, ça crée un enjeu très clair et une réflexion à mener très nette de la part des Rockets sur est-ce que Sengun c'est le centre ou pas du système offensif. Parce que là, pour le coup, si c'est pas le centre, c'est quand même vachement moins intéressant, quoi, vu qu'il n'y a pas de shoot extérieur. Oui, c'est ça. Si tu l'utilises seulement en finisseur, il peut le faire. Il est plus explosif que ce qu'on pense, mais ça n'a pas tellement d'intérêt si tu le limites en finisseur. Et
effectivement, par rapport à Sabonis. Évidemment, je crois que j'en avais parlé dans mon podcast de Sabonis aussi. Il y a 2 points clés pour moi chez Sengun. Il y a le shoot extérieur et il y a la capacité à scorer en contre 1. Et c'est un peu ce que je trouve que Sabonis n'a pas et Jokic a à un niveau all-time élite, ce côté implacable au scoring. Et je me demandais l'an dernier où est-ce qu'il va atterrir justement sur cette échelle entre Sabonis et Jokic. Je pense qu'il peut faire mieux que Sabonis pour le coup, mais même ce côté scoring de 1 contre 1 mis à part, c'est vrai que le shoot reste un point clé. Et ça, pour l'instant, je reste un peu sur ma faim sur son développement. J'ose croire qu'il peut le faire parce que, encore une fois, il a un toucher de balle absolument fabuleux. Donc, il y a moyen au moins qu'on a un shooter au niveau de la moyenne. Et j'ose croire que c'est un peu de la faute du contexte et du développement et qu'on l'a pas encore fait trop bosser là-dessus. Et que du coup, ça peut venir pour rester optimiste. Mais oui, même sur son utilisation, c'est un joueur qui a de l'intérêt quand il est un peu ce qu'on appelle le fameux passing hub, quand c'est un peu le centre de ton attaque, quand il est sur des systèmes en 5 out et c'est lui qui prend les décisions, qui fait des passes. Et j'ai été très déçu parce que finalement j'ai eu l'impression de le voir moins responsabilisé que l'an dernier. Beaucoup moins de séquences de création, beaucoup moins de highlights très impressionnants où il invente des passes un peu sorties de nulle part, j'ai l'impression. Donc c'est un peu dommage et voilà, même sur le futur, je sais pas à quel point est-ce qu'on va lui laisser de la place parce que justement on a affaire avec un coach qui veut gagner et un effectif qui veut gagner, j'ai l'impression. Oui, mais là c'est toujours le problème, enfin c'est pas toujours, mais c'est souvent le problème auquel arrivent les équipes qui se développent par la draft, c'est qu'à un moment il faut faire des choix. Et tu peux pas développer comme étant l'élément principal de ton équipe plusieurs personnes en même temps. Donc il y a un moment il faut dire bon bah c'est Sengun d'abord et Jalen Green aura moins d'usage. Et quand en plus tu ajoutes dans l'équation un gars qui mange le ballon comme Dillon Brooks ou un meneur comme Fred VanVleet qui certes n'est pas Westbrook ou Harden dans l'usage mais qui malgré tout porte le ballon. Bah voilà, il y a des choix à faire et je suis pas sûr d'être complètement optimiste sur les choix que vont faire les Rockets de ce point de vue-là, mais à leur décharge, hein, c'est dur de savoir là. C'est dur de savoir s'il faut quand t'as 2 joueurs aussi différents que pour toi c'est pas dur. Pour toi c'est évident que c'est Sengun. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Oui peut-être, mais non mais je plaisante un peu. Tu vois, entre si le dilemme c'est est-ce qu'on donne les clés entre guillemets, même si c'est une formule tout à fait qui résume mal la situation, mais est-ce qu'on estime que notre porteur de balle principal c'est Sengun ou c'est Jalen Green, à qui on donne la responsabilité de l'usage principal de la franchise, oui, enfin de l'effectif. Je pense que la réponse n'est pas si évidente que ça. Moi je serais plutôt Sengun, hein, mais en même temps je comprends l'idée que c'est un profil très spécifique et qui nécessite d'être à un niveau absolument élite pour être complètement rentabilisé aussi. Ce que je crains un peu, non pas pour Houston, mais dans le référentiel Sengun, c'est qu'on soit avec un Houston qui essaye de gagner, justement, avec Udoka. Alors, bon, il y a eu les affaires qu'il y a eu, mais si on parle de l'aspect basket, moi j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait sur le basket à Boston. Bon voilà, il y a des joueurs compétents qui sont arrivés, et pour le coup, je pense que Houston va essayer de gagner, et je me demande à quel point ça va pas être un peu au détriment du coup de Sengun, parce qu'il y a une vraie possibilité que, si on fait la liste, à quelle place est-ce où il va se retrouver dans la hiérarchie, pour le coup, de la création offensive. Il y a du Fred VanVleet, il y a du Jalen Green peut-être, il y a du Kevin Porter, s'il reste potentiellement dans un rôle un peu important, il y a du Amen Thompson, donc voilà, Dillon Brooks, je pense pas quand même, mais en tout cas il va prendre des ballons lui aussi. Est-ce qu'on va se retrouver avec une équipe où Sengun est 5, 6, 7e dans la hiérarchie de la création offensive? Peut-être, malheureusement, et du coup c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage, et je vais faire une prédiction. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un échange à la Haliburton en cours de saison. Ça m'étonnerait pas qu'on ait ce côté il est bien sympa votre projet, mais nous on a envie de gagner. On vous donne Sengun pour un vétéran, pour je sais pas moi, pour Bojan Bogdanovic, et qu'ensuite on a une révélation de Sengun ailleurs. Mais en tout cas j'espère. Mais voilà, je suis pas très enthousiasmé par l'évolution de Houston dans le référentiel de Sengun. Mais pour les Rockets en général, c'est bien pour eux qui gagnent. Mais pour Sengun en lui-même, c'est vrai que on peut se poser des questions. Oui, d'autant que même Udoka me frappe pas comme étant le coach offensif le plus imaginatif non plus au monde.
En défense, c'était vraiment très très intéressant, hein, le choix de mettre Robert Williams en côté faible et tout. C'est vrai que ça avait tout changé et c'était super bien vu. En termes de meneur d'homme aussi, même si c'est très intangible, il a l'air d'être très bon aussi. Mais offensivement, les Celtics l'an dernier en playoff, c'était quand même pas très imaginatif. Donc, je sais pas. Ouais, à voir. Mais je partage une certaine perplexité, ouais, aussi là-dessus. Bon, mais de toute façon, je vois pas comment. Enfin, je sais pas toi comment tu vois les choses, mais certes, ils veulent gagner. Mais ils sortent d'une saison à 20 victoires, je crois, ou à 22, je sais plus. Enfin, ça fait pas de différence, mais ouais. Ça arrive quasiment jamais qu'une équipe passe de 20 victoires à 40 ou 50 sans avoir recruté une superstar. Et avec tout le respect qu'on a pour Fred VanVleet ou Dillon Brooks, ce ne sont pas des superstars. Donc, je les vois mal aller même ne serait-ce que dans le positif en termes de bilan. Les Kings... Surtout avec l'Ouest... Ouais, mais les Kings étaient plutôt à 30 victoires, je pense. Les Kings sont passés de 30 victoires à 48. Voilà, ce qui est déjà énorme, et je pense que ça arrive pas souvent. Oui. Et ouais. Non, mais je te dis, j'ai un peu cette impression que... Alors, d'une part, on est passé à côté de la raquette des années 2020 et 2030 et 2040, Wembanyama Sengun. Ça aurait été absolument fabuleux avec d'un côté le créateur et de l'autre côté le finisseur défenseur. Mais bon, en même temps, la NBA truc bien sa loterie pour pas que Houston l'ait eu. Hein, on n'est pas dupes. Mais oui, du coup, il y a eu un virage qui a été pris pour un peu aller dans la compétence. Et je dis ça aussi parce que non seulement, si on fait la comparaison avec Jokic, il n'y a jamais eu ce côté on va brusquer le projet, le développement des jeunes avec Jokic à Denver. Donc il y a ça, il a eu le temps de se développer. De l'autre côté, en plus, même quand l'équipe était nulle, c'était au moins des profils très spacing qui arrivaient bien à l'optimiser pour le coup. C'était des Gallinari, c'était des Wilson Chandler, c'était même des Kenneth Farid qui est un finisseur qui va très bien avec Sengun, etc. On n'a pas totalement ce même contexte offensif favorable du côté de Houston, et je dis ça aussi parce que quand on a fait la liste, s'ils se retrouvent 5e ou 6e dans la hiérarchie de la création offensive, en fait c'est pas intéressant, c'est presque pas intéressant de l'avoir dans ce rôle là en fait, et autant plutôt l'échanger contre un top role player en fait. Je pense honnêtement qu'on est sur une probabilité assez forte qu'on ait un échange en janvier et février pour Bogdanovic, je sais pas, mais tu vois un mec un peu compétent, un peu voilà le modèle à la comment il s'appelle, à Sabonis du côté de Sacramento quoi. C'est ce côté on abandonne un jeune pour aller chercher un mec compétent qui a pas un aussi haut plafond mais qui va nous apporter de suite, et que la fin d'année ça va être du Fred VanVleet titulaire avec Dillon Brooks, avec un poste 3 que tu seras allé chercher peut-être avec Tari Eason ou Jabari Smith et Jock Landale. Enfin je dis n'importe quoi peut-être que ça va pas du tout se passer comme ça, mais c'est pas une possibilité à exclure du coup que la page des jeunes soit vraiment tournée en fait. Ce qui est certain en tout cas, c'est que si les Rockets commencent la saison et qu'au bout de 30 matchs ils sont, je sais pas, à 10 victoires, 20 défaites, on a du mal à imaginer qu'il se passe pas quelque chose. Oui. Parce qu'ils ont beaucoup investi cet été, parce qu'ils ont visiblement une pression de la part du propriétaire pour gagner après 3 saisons vraiment calamiteuses. Donc a priori, ils ont pas trop le choix, il va falloir non pas être en tête de la conférence au bout de 2 mois, mais au moins être encore en mesure de jouer le play-in, quoi. Sinon, il est à peu près certain que il va se passer quelque chose. Tu mets pas autant d'argent sur VanVleet et Brooks sans attendre à ce qu'il y ait un progrès très significatif. Et je suis pas sûr qu'ils soient en mesure dans cette conférence Ouest qui va être redoutable d'avoir un progrès très très significatif. Tu le vois pas arriver là en février, le trade Sengun contre Siakam par exemple ou un truc comme ça. Ouais. Moi je le vois en tout cas. Ouais. Non mais c'est intéressant, hein. C'est possible, et ça sera très intéressant de voir les premiers line-up de Udoka. C'est peut-être une des équipes où les premières décisions vont être les plus intéressantes à voir, parce que là la hiérarchie est très très floue. Oui. Siakam ou Zach LaVine, ou tu vois ce genre de profil là qui peuvent aller chercher pour gagner de suite. Ouais, mais une équipe avec Zach LaVine et Jalen Green, et enfin. Ouais. Si on t'avait dit en décembre 2000, c'est quoi, c'était 2020, décembre 2020 ou 2021, je sais plus quand est-ce qu'il a été échangé, que Haliburton allait être échangé contre Sabonis. Ouais, bien sûr.
Tu aurais pas cru. C'est vrai. Mais pour le coup, bon, j'aimais pas du tout le trade au départ et j'avais sûrement tort, même si je continue à penser que c'est con de lâcher Liberton, mais je peux voir la logique, tu vois. Parce que t'as deux joueurs plus ou moins sur le même poste, entre Liberton et Fox. Bon, je continue à penser qu'ils pouvaient peut-être jouer ensemble, mais c'est pas grave. Là, t'as personne au poste de Sengun. Tu sacrifies pas Sengun parce que t'as Landale. Donc, s'ils le font, pour le coup, t'as intérêt à pas te planter, quoi. Ouais, après, peut-être ils vont échanger Sengun et signer en free agent là Christian Wood. Ça va faire plaisir aux fans des Rockets Oui. de retrouver Christian Wood. Pas du tout. Je crois qu'il a pas laissé un très bon souvenir. Mais ouais, on finit un peu là-dessus. Bah du coup, je sais pas si on a dit deux mots sur la saison d'après, même si aujourd'hui le but c'est de faire le bilan de 2023, mais effectivement on a eu des signatures de Fred VanVleet, de Dylan Brooks. On s'attend tout de même à des gros temps de jeu pour des joueurs qui ont été signés assez cher, et on s'attend à ce que l'équipe essaye de gagner beaucoup plus que par le passé. À mon avis, on part là-dessus quand même, quoi. Oui, oui, de toute façon, forcément. Puis il faut dire aussi que ça va être difficile de gagner moins. Donc, oui. J'imagine qu'ils vont progresser, mais la conférence Ouest est dure, hein, donc je suis pas sûr qu'ils progressent tant que ça non plus. On verra. Et évidemment, encore une fois, on n'est pas dupe. On n'est pas dupe pour la loterie. Et une équipe qui engage Ime Udoka et son cas un peu polarisant, bah oui, évidemment qu'elle allait pas avoir le premier choix de la draft. Moi, je l'avais annoncé sur le Discord. J'avais dit qu'ils auraient le 4e ou le 5e choix. Je l'avais annoncé en amont de la loterie. Effectivement, ils ont eu le pire choix possible par rapport à leur chance au tirage. On n'est pas surpris. Les fans des Rockets, rassurez-vous, on le sait nous aussi. mais bon, voilà. Je rigole, mais j'aime bien croire à cette théorie du complot. Mais bref, en tout cas, merci beaucoup Raphaël d'être passé sur le Basket Lab pour nous parler des Rockets. Avec plaisir, comme toujours. Merci à toi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que ma voix va revenir très bientôt. Mais bon, ça c'est pas très intéressant. Donc voilà pour nos amis Rockets 2023. Non seulement l'épisode avait été un peu oublié dans mon disque dur, mais en plus il fallait quand même ne pas tarder à le publier, puisque c'est bientôt la saison 2024 qui arrive à grands pas. Je pense que l'épisode de l'an prochain, stade de la saison, sur les Rockets 2024, sera très différent et sans doute très intéressant. Donc on verra ça. Et nous, de notre côté, donc, on ferme un peu la page de facto pour les stades de la saison. Je m'excuse vraiment parce que j'aurais vraiment voulu traiter tout le monde. Atlanta, Toronto, Golden State qu'on n'a pas fait, Miami. Voilà, il y a plein d'équipes où malheureusement on n'a pas eu le temps de le faire. Ne vous inquiétez pas, on le fera. On le fera l'an prochain, je pense, sans souci. Et donc, pour la prochaine fois, notre top 100 de 2023, on se retrouve la prochaine fois pour donc le 16e numéro de ce top 100. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Rafa d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.